Alors bonjour à tous, merci d'être venus jusqu'à nous en Grasset, qui n'était pas prévu, mais on est heureux de vous y accueillir. Donc je vais vous faire un petit mot de bienvenue, je vais essayer d'être concise, mais il y a quelques informations à vous donner. Donc vous êtes accueillis aujourd'hui à la salle des fêtes de Nohant en Grasset par les associations Cher à tout cœur du département du Cher et en partenariat avec l'association Aventurine du département 45 qui filme donc toute cette conférence pour le compte de nos deux associations. C'est une conférence qui sera en live sur les différents canaux des médias et que vous pourrez retrouver après en replay sur les canaux de Cher à tout cœur qui sont sur les plateformes YouTube et Crowdbunker, et sachant que nous avons également un compte X. Donc, vous êtes là pour écouter donc une conférence qui est intitulée « Effondrement des médias mainstream, vive les médias indépendants ». Elle sera animée donc par les 7 journalistes qui sont derrière moi. Je vous les présente respectivement, même si vous les connaissez. Nous avons donc Mike, qui est de GPTV. Vincent, qui est connu donc pour Au Bon Tweet, mais qui est également chroniqueur chez Tocsin, le mardi. Je vous présente ensuite Stéphanie Reynaud, qui a donc Tribune Libre. Nous avons Nicolas Bouvier, qui a donc sa chaîne Nicolas Bouvier TV. Notre deuxième femme, qui est de Quête TV, mais qui est Michel, du Belgian Alternative Media, BAM. Et pour terminer, notre petit dernier, qui s'appelle Romain, et qui est donc chez Nexus Magazine. Donc, comme je vous l'ai dit aussi pour les dernières arrivées, nous vous demandons de ne pas filmer et de laisser nos caméramans agréés prendre la conférence que vous pourrez donc retrouver sur nos plateformes. Nous avions aussi pour information invité Tocsin et Nicolas Vidal de Pouch. Malheureusement, ils n'ont pas pu venir suite à des impératifs personnels. Nous avions également contacté, et ça nous tenons à le préciser, Blast, Le Crayon, Le Canard Réfractaire et Le Monde Moderne, mais aucun ne nous a répondu. Si vous êtes là aujourd'hui, vous connaissez la raison, puisque tout était normalement au centre des congrès, où nous avions déjà fait 2 rencontres sans aucune difficulté. Nous avons été informés mardi de l'annulation donc de cette conférence par la communauté de communes, au motif que les propos tenus par les journalistes que nous avions invités n'étaient pas en adéquation avec les valeurs de la communauté. Et le deuxième motif, que le centre des congrès n'avait pas été informé du thème ni des intervenants. Ce qui est faux, puisque le 17 octobre dernier, j'ai moi-même envoyé la fiche au centre des congrès pour en faire la communication, et que cette affiche a été publiée quelques jours après sur leur site pour en faire la promotion. Voilà, donc ce qui nous a poussé, nous, à réagir, puisque la liberté d'expression est quand même quelque chose de précieux et qui est valorisé en France. Donc, nous avons décidé de contre-attaquer et de saisir notre avocat, qui est Maître Prigent. Et Maître Prigent, merci pour lui. Maître Prigent a donc saisi un référé liberté qu'il a défendu hier au tribunal administratif d'Orléans en fin de matinée. Et la partie adverse ne s'est malheureusement pas présentée. Et nous avons eu la décision dans le milieu d'après-midi. Le résultat a été que la communauté de communes a été déboutée de l'annulation. Ils ont cassé la demande. Et elle a été également condamnée à 1 500 € de dommages et intérêts à nous verser. Alors vous allez peut-être vous demander, mais alors à ce moment-là, pourquoi ne l'a-t-on pas fait à Vierzon, au centre des congrès? La première raison, c'est que vous avez pu voir qu'on a une trentaine de bénévoles, qu'ils se sont donnés à fond durant ces 3 jours de réorganisation,
qu'hier, ils ont installé toute la salle. D'abord, il a fallu trouver une salle au pied levé et nous tenons à remercier Monsieur le maire qui a accepté de nous accueillir dans sa commune. Car contrairement à ce qu'on peut penser, nous ne sommes pas là pour mettre la pagaille, mais pour échanger en tant qu'individus adultes, poliment et respectueusement. Et donc, il était hors de question pour nous de redemander aux bénévoles de tout recommencer au pied levé ce matin. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas imaginer la somme de travail que ça représente. Donc, et par respect pour Monsieur le maire, nous avons décidé de rester à Nohant-le-Grasset. Voilà. Donc, cette conférence... Ça vous fait découvrir la campagne Berrichonne. Cette conférence se tiendra donc malgré tout et la liberté d'expression est respectée. Alors, pour parler de la conférence, donc ce matin en première partie, les journalistes vont se présenter ainsi que leurs médias et leurs sujets de prédilection qu'ils vont donc après développer dans la journée. Vous aurez à midi ou un petit peu plus tard, parce que là on a un peu de décalage avec toute cette réorganisation, peut-être midi et demi, vous aurez la pause déjeuner. Vous pourrez trouver les 3 food trucks à l'extérieur qui nous ont suivis. Vous pourrez aussi les remercier parce qu'ils se sont déplacés pour venir jusqu'ici. Et alors, malheureusement, contrairement au centre des congrès, nous ne pourrons pas vous installer de table pour que vous puissiez, on essaiera de vous installer quelques tables à l'arrache. Voilà, on vous demandera beaucoup de compréhension par rapport à tout ce qu'on doit faire au pied levé et un peu dans l'urgence. Donc cet après-midi, en deuxième partie, chacun de ces journalistes présents va développer son sujet de prédilection. Ces sujets vont être tirés au sort pour l'ordre de passage. Et comme on est un peu coquin, on leur a rajouté des thèmes qui vont être tirés aléatoirement, sur lesquels ils vont devoir OPG. À 16 heures, vous aurez une pause de 15 minutes pour vous permettre, voilà, de déambuler, prendre un café. Et je vous engage aussi tout au long des moments de pause, c'est de vous rendre dans la salle annexe. Dans la salle annexe, vous allez trouver le stand de Chair à tout cœur. Et vous allez trouver également les tables où les journalistes ont déposé leurs livres. Donc, si vous voulez les acheter, puis après, quand vous les croisez, si vous voulez leur faire signer. On vous engage donc, personnellement, moi, je suis secrétaire de Chair à tout cœur. Je vous engage personnellement à aller sur notre stand. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de vous. Vous avez vu ce qui s'est passé. Nous, on est une petite association. On s'est créé en 2023. On est une quinzaine de membres et dans les 15 membres du bureau et dans la 70 adhérents à peu près. Sauf que cette année, on ne sait pas combien on sera. On peut être moins. Donc, on a besoin de votre soutien. Pourquoi? Parce que notre prochain gros événement est le 31 janvier et le 1er février 2026 au centre de congrès de Vierzon. C'est réservé déjà depuis des mois. C'est la 3e édition. Ça s'appelle Rencontre citoyenne internationale. Et cette rencontre, elle est faite en soutien aux victimes des vaccins du Covid-19 et du Covid long. Quand on parle de soutien aujourd'hui, il faut savoir que ces victimes sont toujours invisibilisées. Elles sont toujours critiquées. Elles souffrent toujours dans leur corps sans une aide thérapeutique adaptée. C'est-à-dire qu'on leur dit souvent que c'est dans leur tête, donc en fait qu'elles sont bonnes à enfermer. Sauf que ces victimes, elles souffrent. Et le pire, c'est que les victimes, c'est aussi des parents ou des proches qui ont perdu leur conjoint ou leurs enfants. Donc, on ne peut pas les laisser seuls. Donc, on organise ces rencontres à leur profit au niveau d'aide thérapeutique, au niveau de soutien juridique, au niveau de soutien moral et psychologique, parce qu'elles ont besoin de nous. Et donc, nous, il faut absolument qu'on fasse cette 3e rencontre. Elle sera faite. Mais si vous nous donnez un petit coup de main, voilà, si vous pouvez adhérer à l'association, c'est 10 € de l'année, c'est pas grand-chose. Vous pouvez faire un don. Tout ce qui nous rentre dans nos caisses, c'est pour elles, c'est pour pouvoir faire ces rencontres. Donc voilà, c'est un petit appel. Et puis là, on va pas vous cacher qu'avec le référé liberté, voilà, ça a un coût financier extrêmement important pour nous, même si on va avoir le dédommagement et autres. Il a fallu le sortir. Donc il faut savoir que la justice nous remboursera la moitié des frais et qu'elle a 2 ans pour nous rembourser le reste. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je regarde. Voilà, donc avant de commencer la conférence, je veux absolument remercier la trentaine de bénévoles qui sont présents aujourd'hui, qui ont tout fait pour que cette conférence ait lieu, que vous soyez dans les meilleures conditions possibles. Elles ont fait tout ça avec leur cœur, leur engagement, et je vous demande de les applaudir.
Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une excellente conférence et n'hésitez pas après à aller au contact des journalistes, à leur poser des questions. Ils sont vraiment là pour vous. Merci à vous. Mais c'est une grosse blague. Je sais pas comment je dois le prendre, sincèrement. Très bien. Déjà, c'est la première fois que je m'exprime en public, que je me montre quasiment, on va dire. Et là, on me tend le micro. Bon, écoutez, je vais jouer le jeu, alors merci. Merci. Bravo. Bonjour à tous, tout d'abord. Merci d'avoir fait le déplacement aussi nombreux. Je vais dire juste un petit mot avant de passer à ma présentation. Je voudrais... Oui, j'ai pas l'habitude, hein, ça se voit, j'ai pas l'habitude. Je voudrais tout d'abord remercier l'association Chair à tout cœur, vraiment d'avoir à la fois organisé cette journée de conférence, de nous avoir fait confiance, mais je voudrais aussi les remercier pour leur courage, voilà, leur détermination, parce que cette semaine a été très compliquée pour chacun d'entre eux, pour nous aussi. Donc, merci énormément. Et puis, je suis ravie d'être là, aux côtés de mes confrères, des médias indépendants, parce que finalement, ce sont tous des copains, même si nous sommes différents, même si nous avons des avis qui divergent, mais chacun a sa singularité, et c'est ce qui fait aussi notre richesse. Donc, je suis très, très heureuse d'être aux côtés de mes copains. Voilà. Donc, merci. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, je suis Kate, journaliste. Certains d'entre vous m'ont connue à travers le média en 4K2 puisque j'ai réalisé des centaines de vidéos pour ce média et vous connaissez entre autres ma voix. Et puis pour d'autres, je suis une parfaite inconnue qui se cache certainement derrière un pseudo et puis aujourd'hui derrière de grosses lunettes. Mais les grosses lunettes, je vous dis, en réalité, c'est Vincent qui m'a inspirée. Merci pour cette inspiration. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand je dis que je suis journaliste, c'est que c'est ma profession, c'est ma véritable profession. Et j'aimerais vous raconter en réalité une petite histoire et je vous promets de pas être rabat-joie. Vraiment, je vous promets. Quand j'étais adolescente, je nourrissais ce profond désir, ce profond souhait d'être journaliste. Mais je voulais pas être n'importe quel journaliste. Je voulais être un reporter de guerre. Moi, ce que je m'imaginais, c'était aller sur le terrain, rencontrer les gens, les peuples qui souffraient. Je me voyais avec un casque, ma caméra, et puis peut-être essuyer des bombes et des tirs. C'est ce que j'imaginais dans ma tête. Et c'est ce qui m'animait au plus profond de moi. Et puis, j'étais en première. Hein, et je trouve le courage d'annoncer ça à mes parents. Et là, j'essuie un grand refus, un stop, un veto. Il en est hors de question. Et puis en plus, je suis leur fille unique. Donc vous imaginez bien qu'en tant que parent, ça passait pas. D'une, ça passait pas d'être journaliste parce que pour eux, c'était pas un métier. Et en plus de partir à la guerre, il en était hors de question. Je passe sur toutes mes années d'études que j'ai, parce que j'en parle dans mon livre, dans mon premier livre, comment j'ai mené ces études. Et finalement, j'ai commencé ma carrière, j'ai fait tout à l'envers. J'ai commencé ma carrière en étant présentatrice de JT. Étonnant. Moi qui m'imaginais pas du tout devant une caméra à vous dire messieurs, mesdames, bonsoir, tout de suite les titres de cette édition. Vraiment, j'imaginais pas ça. Et puis, il y a un homme, le 16 mars 2020, vous le connaissez tous, qui nous a déclaré à 6 reprises « Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». Et finalement, cet homme, il a raison, parce que nous sommes réellement en guerre. Et pas seulement depuis 2020, finalement, depuis bien avant. Mais il a eu le courage, en tout cas, de le dire. Et cette guerre, elle est silencieuse, elle est insidieuse, elle est sournoise. Mais effectivement,
nous sommes bien en guerre. Et nous menons une guerre de l'information. Nous menons une guerre de l'information qui est bien sûr déséquilibrée, parce que nous ne jouons pas à armes égales. Mais nous sommes véritablement en guerre et je suis devenue, à mon insu, une journaliste de guerre, sans le vouloir. Mais plus qu'une journaliste de guerre, je suis également devenue, et nous sommes devenus, des journalistes indésirables. Et là, en quelque sorte, je rends un peu hommage à un journaliste d'investigation allemand, Günther Wallraff, qui a écrit un livre, Le journaliste indésirable, parce que lui, c'est comme ça qu'il se voyait. Et je vous invite d'ailleurs à aller le lire, il l'a écrit dans les années, à la fin des années 70. Il y a aussi autre chose que je voudrais vous dire, c'est que en 2018, et on reviendra plus longuement cet après-midi et peut-être tout à l'heure sur la censure, sur les gens qui ont été persécutés, sur la désinformation, tous ces thèmes qui nous tiennent tous à cœur, mais je ne vais pas être trop longue parce que mes confrères attendent pour prendre la parole. En 2018, si. En 2018, je décide de mettre fin à ma carrière. Voilà, j'insiste sur ça. Parce que je suis plus en cohérence avec ce métier-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, ce métier-là, il me prend aux tripes. Il vibre avec moi. Il m'a choisi, mais je l'ai aussi choisi. Et on est en osmose ensemble. Mais en 2018, je ne voyais plus ça. Et je décide d'arrêter et j'entame une reconversion professionnelle. Et en 2020, ce qui s'est passé, je me suis dit non, je peux pas me taire. Je sais ce qui se passe. Donc, je suis revenue avec cette niaque, encore plus déterminée. Et depuis 2020, je vous assure que je suis réellement en osmose avec ce métier qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un métier passion. Et on reviendra aussi sur les difficultés que nous rencontrons au quotidien parce que je vous ai parlé d'une guerre déséquilibrée, d'armes inégales et c'est une réalité. Et c'est à plusieurs niveaux que tout cela se joue. Et nous avons une énorme responsabilité. C'est pour ça qu'en face, bien sûr qu'ils ne nous laisseront pas continuer parce que finalement, les journalistes, on a un rôle qui est crucial, qui est essentiel, qui est déterminant pour l'avenir. Et moi, j'aime beaucoup ce que dit Étienne Chouard. Il dit que les journalistes, nous sommes les sentinelles du peuple. Et effectivement, nous sommes ces sentinelles. Et nous portons une responsabilité. Nous portons une responsabilité dans le message que nous vous transmettons, dans l'information que nous diffusons. Et c'est très important de le comprendre. Et enfin, je vais terminer parce que je sais que je suis longue là et je ne sais pas pourquoi. Hein, je ne comprends pas. Mais je voudrais terminer sur vraiment la couverture de mon livre. C'est l'archange Saint-Michel. Alors déjà, je vais répondre aux personnes qui pensent que je prends la place de Saint-Michel. Vous n'avez rien compris. Voilà, parce que j'ai eu ce genre de remarques que j'incarne Saint-Michel. Mais mon Dieu, non, c'est pour lui rendre hommage. Parce que Saint-Michel m'accompagne, il vous accompagne, il nous accompagne. Saint-Michel, c'est celui qui combat le mal, c'est le protecteur des combattants, c'est le protecteur des guerriers. Et à ce titre, je suis effectivement une journaliste de guerre, une journaliste indésirable, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, pour que vive la liberté d'informer. Merci à tous. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis Au Bon Tweet. Je suis le seul, d'ailleurs, qui n'est pas un média ici. Moi, je suis juste un tweetos. Alors, je participe à un média qui s'appelle Toxin et je vous en parlerai. Avant de commencer, je voudrais juste faire un petit message personnel. J'aimerais m'adresser à Thibault L'Honneur, le monsieur de Vierzon, qui a voulu nous censurer et qui a fait plein de petits messages fanfarons sur Facebook, sur Twitter, etc., etc.
Et il a malheureusement été débouté hier grâce à notre avocat Maître Prigent, qui est un mec top d'ailleurs. Et voilà. Et donc j'aimerais lui dire, enterrons l'âge de guerre, viens ici, tu vois, t'es pas très loin, Vierzon, c'est à quoi? C'est à 15 minutes d'ici. Donc viens nous voir, tu vas voir qu'on n'est pas une secte d'illuminés qui allons danser nus autour d'une photo de Poutine. Viens, on va parler, tu vas voir, ça va être vraiment bien, et tu peux même venir nous contredire, enfin nous donner la contradiction, parce que c'est un peu ça la liberté d'expression, c'est que tout le monde puisse s'exprimer sans que personne n'ait envie de censurer qui que ce soit. Voilà, donc Thibaut, t'es pas loin, en voiture, c'est quoi? C'est 15 minutes, un truc comme ça, donc viens, voilà. Voilà. Donc moi, je suis, comme je vous disais, je suis le seul qui n'est pas un média. Moi, je suis un tweetos, voilà. Donc je faisais les trucs dans mon coin. Alors j'ai eu la chance, moi, de beaucoup voyager. Voilà, je suis allé un peu partout dans le monde, et notamment au Moyen-Orient. Et voilà. Et en 2012, il y a eu la crise en Syrie. Donc j'avais déjà vu Kadhafi, j'avais déjà vu l'Irak, j'avais déjà vu, enfin, tous les mensonges qu'on nous a racontés. Et en Syrie, on nous a raconté que de la merde. Et j'avais envie de m'exprimer, et je me suis dit, si je m'exprime sur Facebook, je vais perdre tous mes potes. Et je les ai perdus, hein, d'ailleurs, depuis. Mais bon, ça s'est passé en douceur, ça n'a pas été violent. Et j'ai créé mon compte Twitter. Donc voilà, c'est Au Bon Tweet. L'histoire, c'est ça. Et j'ai commencé à sortir mes trucs. Pour ceux qui connaissent pas, j'ai un style un peu particulier. Je suis extrêmement grossier. Voilà. Donc voilà, petit à petit, le truc est monté un peu. Et puis un jour, c'était en été 2023, il y a Clémence Soudiakova de Toxin que je connaissais un peu. On s'était fait quelques dîners ensemble, et qui m'appelle, qui me dit, tiens, je monte un nouveau média à la rentrée. Est-ce que tu veux venir faire une chronique? Je dis, écoute, j'ai jamais fait ça. Me dit, t'inquiète, ça va bien se passer. Et voilà, elle m'a fait le coup de Darmanin. Du coup, on a commencé comme ça, et puis voilà, et puis j'étais là le premier jour de Toxin, la première émission, voilà. Et donc ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que voilà. Donc je suis pas vraiment un média, contrairement à mes petits amis ici, mais j'y participe un peu. Voilà. Que vous dire d'autre? Moi, j'aimerais vous parler de l'expérience de Milgram. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent cette expérience. Et j'aimerais en faire un parallèle avec la presse. Donc, je développerai ça tout à l'heure, si vous le voulez bien. Voilà, parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes dans le comportement des gens. En gros, je vous la fais courte. Quand ils sont exposés à un avis, on leur fait faire à peu près n'importe quoi. Quand ils sont exposés à 2 avis, ils se mettent à réfléchir. Voilà. Donc, j'aimerais vous parler de ça cet après-midi. Voilà. Bonjour chers tous. Je vais être beaucoup moins drôle qu'au Bon Tweet français. Enfin, en tout cas, c'est difficile de concurrencer. Je m'appelle Stéphanie Reynaud. Donc, j'ai monté un média il y a 2 ans et demi. Ce média s'appelle Tribune Libre. Voilà. Donc, je ne suis pas journaliste de formation. Je suis ce qu'on peut appeler peut-être une journaliste citoyenne. J'ai tendance à plutôt me voir comme une intervieweuse passionnée. C'est une réelle passion que d'aller écouter les gens, les mettre en valeur, recueillir leurs paroles. De formation, j'ai fait une école de commerce il y a longtemps pour rassurer mes parents. Et aux grandes dames de ma famille, quelques années après, je suis devenue comédienne. Ce n'est pas un métier, je le sais. Et journaliste, c'est peut-être plus un métier d'ailleurs. Et j'ai toujours été intéressée par beaucoup de choses, mais je sais qu'on n'a qu'une vie, c'est compliqué de faire beaucoup de choses et de les faire bien. Je pensais pas du tout monter un média un jour. C'est un accident de trajectoire. C'est un heureux accident. Puisque, vous le savez, le Covid est arrivé en 2020, pour ceux qui l'auraient oublié, bien sûr. Et j'ai découvert toute une sphère, ce qu'on appelait la complosphère, avec beaucoup de passion, puisque les artistes avaient ce qu'on appelait l'année blanche. J'ai mis ce temps disponible à profit pour avaler des mégatonnes d'informations et pour essayer de comprendre ce qui se passait. J'avais
j'étais goulue d'informations, et puis j'ai découvert Au Bon Tweet français, etc. Et puis des experts, qu'ils soient juristes, médecins, scientifiques, etc. Et ça a été une vraie passion. Et à un moment donné, j'ai trouvé la limite à ça, c'est-à-dire partager des tweets, soutenir les gens par des petits likes. J'étais une rebelle de canapé, et je me suis dit, en tant que comédienne, j'aime beaucoup être devant la caméra, mais j'ai toujours su, j'avais réalisé quelques courts-métrages, je savais que j'aimais aussi être derrière la caméra. Et je me suis dit, on va être un colibri, peu importe si c'est une toute petite chaîne, peu importe. Il y a eu un élan du cœur et c'était plus fort que moi, comme on dit. Et je me suis dit, je vais me lancer, et puis c'est tout, il adviendra ce qu'il adviendra, ça restera petit ou pas, mais je veux faire partie de cette guerre, cette bataille de l'information, puisque très vite, enfin, on a vu qu'il y avait beaucoup d'incohérences. Je vous fais pas le film parce que vous le connaissez par cœur. Et j'avais vraiment beaucoup d'estime et de respect pour ces gens dont la parole était brimée, des experts grands ou petits, des citoyens éclairés. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose, il faut faire partie de ces gens qui leur tendent un micro et qui leur donnent une caméra et qui leur donnent une visibilité supplémentaire, puisque les médias traditionnels les ont déclarés indésirables et inaudibles. Et donc, j'ai monté cette petite chaîne. Alors, je dois beaucoup à Ronald Guillaumont, qui n'est pas ici, mais qui a monté un site. Donc, c'est un gendarme retraité qui vit en Bretagne, et son site s'appelle Profession Gendarme. Et vous pouvez l'applaudir, je vous remercie. Merci beaucoup. Et comme dit Nadine Touzeau, Ronald est un cœur sur pattes. C'est un homme extrêmement généreux, très combatif. Son site Profession Gendarme, c'est des millions de vues, de lectures par an. Donc, c'est vraiment un grand lectorat, on va dire ça comme ça. Et les deux premiers invités que j'ai eus qui m'ont fait confiance, il fallait quand même être assez téméraire au départ pour me faire confiance. Il s'agit d'Alexandre Gerby, et donc qui est auteur, artiste, etc. Et John-Eric Nielsen, qui est un Saint-Cyrien, qui est devenu auteur de polar et qui vit sur l'île Maurice, à l'île Maurice. Et ces deux personnes m'ont fait confiance, et ils connaissaient bien Ronald, et ils m'ont dit, pour que tes vidéos dépassent les 200 vues, on va les envoyer à Ronald, et il va te repartager. Et effectivement, ça a donné ça. Et c'est une vraie passion, c'est une passion de participer comme un colibri à cette guerre infernale auprès de journalistes, de citoyens ou de journalistes passionnés. Et je compte bien continuer à développer mon média. Je continue à être comédienne, je ne m'en cache pas. C'est mon gagne-pain principal. Donc, je suis dans mon média, je suis totalement libre, et mon équipe dans mon média, c'est moi et moi-même, j'avoue. Et je dois beaucoup aussi à des gens qui m'ont donné des conseils ou qui m'ont partagé. Il y a un homme de l'équipe de Branco, Ruche 33, la complotiste. C'est son pseudo, la complotiste sur Twitter. C'est un geek. Et il me donne des conseils en technique, parce qu'au niveau technique, je partais d'assez loin. Mais j'avoue que je commence à être pas mal. Je commence à être de mieux en mieux. Je suis autonome, parce que me payer un technicien au départ, c'était même pas envisageable. Voilà, donc vive la liberté, et vive vous, et vive l'information honnête. Merci à vous. Voilà. Vive la recherche de la vérité. En tout cas, on recherche, on prétend pas forcément l'avoir, on peut se tromper aussi, mais on est peut-être plus près que certains énormes médias qui sont très très grassement rémunérés et au service probablement de certains lobbies. Je ne vous l'apprends pas. Je vous embrasse et je vous remercie. Et vous, Nicolas Bouvier. Bonjour à tous. Difficile de savoir par où commencer. Déjà, un grand merci, immense merci à vous tous d'être là aujourd'hui. C'est grâce à vous si on est là aussi. Alors, plusieurs remerciements déjà à l'association Chair à tout cœur, que je félicite pour son combat. Ils ont fait un travail formidable cette semaine. Ensuite, j'aimerais remercier nos censeurs parce qu'ils nous donnent raison. Et finalement, vous êtes 2 fois plus nombreux qu'au départ. Donc, merci à nos censeurs qui continuent à nous censurer, ça nous renforce. Donc, on a une force de frappe nucléaire.
Et nous sommes en direct sur les réseaux sociaux en plus. Donc merci à eux de tout cœur. Je pense notamment à ce qui se passe pour Sacré-Cœur en ce moment, pour Dieudonné ou encore pour le Canon français. Donc c'est très agréable de se situer dans cette lignée-là. Ensuite, à titre personnel, j'aimerais dédier cet événement à des personnalités qui m'ont personnellement inspiré et qui auraient dû être là aujourd'hui, mais qui ne sont plus parmi nous. C'est Tepa de Meta TV, qui, à titre personnel, m'a beaucoup inspiré. J'ai apporté aussi Claire Sévrac, forcément. Je salue sa fille Prune Arnaud, avec qui je suis en contact et qui me permet de faire des lectures audio de sa mère. Serge Bonast, immense journaliste. Alors la liste est longue, hein, Corinne Gouget, Sylvie Simon, et je voudrais dédier cet événement à Rainer Fulmich, qui est incarcéré depuis 3 ans. Alors je suis assez ému de vous dire tout ça parce que je suis un petit poussé dans le milieu, c'est-à-dire que je suis pas du tout issu de l'école de journalisme. D'ailleurs, à titre personnel, je suis apartisan, asyndical, sans casier judiciaire. Je ne suis pas suicidaire non plus et je n'appartiens à aucun réseau. Donc, je suis indépendant à 100% et je tiens à le rester. Néanmoins, à l'origine, j'ai eu une vie antérieure, si je puis dire, avant le Covid. C'était engagé contre le harcèlement scolaire en tant qu'auteur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai apporté mon premier roman qui est en déstockage à mon stand, qui a fait que tout a démarré pour moi. Et à l'époque, la presse m'appréciait beaucoup. Bon, les choses ont un peu changé depuis, malheureusement, ou heureusement. Néanmoins, j'ai passé 10 ans sur les routes pour les salons du livre. J'ai rencontré des milliers de personnes, que ce soit en conférence pour le harcèlement, rencontrer des élèves, avoir eu des élèves qui ont pleuré dans mes bras parce qu'ils étaient victimes depuis 10 ans de harcèlement, qui avaient connu des viols, etc. Donc, j'en ai vu beaucoup. Et puis, il y a eu le 16 mars 2020. Ce jour-là, le monde a basculé. Et à titre personnel, je fais partie des personnels suspendus de 2022. Et je voudrais aussi leur dédier cet événement aujourd'hui. Je sais qu'il y en a dans la salle. Donc, merci à eux. Merci à eux parce que, comme disait le professeur Montagnier, les non-vaccinés sont les gardiens de l'humanité. Et on essaye de faire au mieux au quotidien pour que ce soit le cas. Après, quand j'ai commencé les émissions, ça a été vraiment par hasard. Mais quand je dis par hasard, je n'ai pas été financé par le Kremlin ou par quelque organisme que ce soit. C'est que je voyais beaucoup, que ce soit des confrères ou même des avocats, que ce soit David Guillon, Carlo Brusa, Fabrice Divisio ou d'autres, faire des vidéos sur Internet. Et à titre personnel, je suis tombé sur un bouquin de Mathieu Biasotto, que je salue, un auteur toulousain qui a sorti un livre qui s'appelait La pelote de laine en 2021. Et il a eu ce déclic durant le Covid, comme moi, ça a été le cas. Et je me suis dit, il faut dépasser le cadre de l'écrit, il faut passer à la vidéo. J'avais ma chaîne YouTube qui était en sommeil, qui avait 500 abonnés. Je l'ai commencé comme ça, je connaissais rien à la technique. Et je me suis dit, allez, je me fais 1 émission, 2 émissions, 3 émissions. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. J'étais à l'époque guide touristique à l'ASCO 4. Et je me suis lancé vraiment comme un hobby, sans rien demander à personne. J'ai reçu Mathieu, j'ai reçu Pierrick Thévenon, pompier suspendu, puis Stéphane Cuvelier, que je salue également, et d'autres. Et puis, j'ai eu l'impression d'être comme dans un terrain de jeu, puisque je venais de revenir sur Twitter, à ce moment-là, racheté par Elon Musk. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est là qu'est ma place, désormais. Et puis, je me surnommais pas du tout journaliste, je disais que j'animais simplement des émissions. Et puis, au fur et à mesure, on m'a envoyé des livres, on m'a proposé des dossiers. Et sans arrière-pensée calculatrice, si je puis dire, j'ai fait d'émission en émission, un peu comme on déblaye un terrain enneigé éternellement. Et 2 ans et demi plus tard, eh bien, je suis ici avec vous, avec bientôt 70 000 abonnés sur ma chaîne, avec une progression qui me satisfait, mais qui me rend très fier aussi, parce que vous êtes là aujourd'hui. Grâce à vous, nous sommes là. Vous êtes le média. Et même en matière de financement, je n'ai demandé qu'à vous, cher public, que ce soit par Tipeee ou par voie postale, les financements. Je n'ai jamais demandé de financement extérieur et je n'en demanderai pas. Et le thème que je développerai cet après-midi, ce sera la liberté d'expression, information et désinformation, sachant que, voilà, à titre personnel, ma plus grande gratification aujourd'hui avec les émissions, c'est d'avoir pu apporter autre chose que seulement du journalisme avec des questions et des réponses. Ça peut être des conférences. Je pense à Marion Sigaud sur la Révolution française, à des réhabilitations comme celle d'Antoine Béchamp face à Pasteur et à plein d'autres personnes, ou encore plus récemment avec le docteur Reliquet sur l'iode. Donc aujourd'hui, j'ai cette chance-là, ce privilège même, c'est d'avoir des ouvrages
fréquents, et puis surtout de recevoir des gens de qualité qui, pour la plupart du temps, n'ont pas de conflit d'intérêt, sont totalement indépendants et souvent n'appartiennent à aucun réseau, et justement qui nous permettent de faire du qualitatif et de faire du journalisme dans la charte de Munich et la charte de Tunis notamment. Voilà. Merci à tous et à tout à l'heure. Bonjour à tous. Je remercie d'abord Cher à tout cœur. Très beau nom d'association. Le cœur, on a besoin de ce cœur. On a essayé de nous l'enlever, ce cœur, avec cette nouvelle société qu'on nous fabrique, cette société individualiste. Donc, bravo à Olivier, bravo à Madame. Bravo à vous aussi, parce que vous êtes là parmi nous et c'est pas évident. Pourquoi ce n'est pas évident? Parce que vous pensez différemment de ce que la masse pense. Et la masse pense comme TF1, France Télé, RTL, etc. Vous êtes des propres opinions, vous êtes les résistants des temps modernes, et vous venez ici à une association qui parle de cœur. Résistance et cœur, ça va évidemment ensemble. Parce que du cœur, c'est aussi de l'amour. Et il faut aussi de l'amour dans un monde qui en manque, dans un monde où on impose l'individu, l'agressivité, où on impose le consumérisme, on impose l'inversion des valeurs, toutes les valeurs que le diable veut imposer aujourd'hui sur Terre. Et parce que vous avez décidé de venir, de résister, de dire non à ce que le système, l'État profond, appelons-le comme on veut, vous avez refusé ce diktat. Pour moi, je vous le dis très sincèrement, vous êtes des héros et c'est comme ça que l'on doit vous appeler. Vous savez, nombre de gens sur le terrain me disent écoutez, mes enfants ne veulent plus me voir, mes parents non plus, j'ai divorcé, je suis dorénavant tout seul au travail, on m'a mis de côté, parce que j'ai dit non à toutes ces choses qu'impose la nouvelle société et que le diable dorénavant impose. Cette inversion des valeurs, voilà, il faut transitionner au niveau de l'écologie, il faut transitionner au niveau du genre. Les hommes ne sont plus des hommes, c'est des femmes, les femmes doivent devenir des hommes. Bon, ça va être ils savent très bien de quoi ils parlent à l'Élysée à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très compliqué de résister à ce diktat de la société. Nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin d'échanges, d'amour, nous avons besoin de chaleur humaine. Tout ce qu'on veut nous refuser, rappelez-vous la crise Covid, on nous a refusé tout ça. On voulait que on ne soit que enfermé contre quatre murs à regarder essentiellement Monsieur Salomon, Monsieur Véran. On nous impose le diktat de la guerre, on nous impose la haine. On veut qu'on ait de la haine, je sais pas moi, contre les Russes par exemple. Voilà, il faut qu'on ait de la haine contre eux parce qu'on doit leur faire la guerre. Il faut qu'on ait de la haine contre le voisin parce qu'il peut nous contaminer sur une supposée pandémie. Et donc on doit vivre essentiellement tout seul. Voilà, entre nos quatre murs, nous devons juste consommer, voilà, c'est notre objectif, voilà, consommer, payer des impôts parce qu'on doit maintenir un système qui nous rend en esclavage, un système qui veut nous déposséder. Et le fait que vous ayez dit non, que vous avez vos familles, vos proches, vos collègues, vos amis contre vous, alors que vous aurez pu dire non,
Je vais garder pour moi essentiellement ce que je pense, mais avoir des sourires de façade pour continuer à vivre encore dans cette société du spectacle. Eh ben, je vous dis très sincèrement, moi, je vous admire tous là, vous êtes ici présents. Vous êtes pour moi tous ici présents des héros. Vous avez refusé ce que 95 ou 99% des gens ont accepté. Et dans les années à venir, quand nous aurons gagné, parce que nous aurons tous gagné, parce que la justice, au final, gagne. L'amour gagne. Le cœur, cher à tout cœur, gagne. Eh bien, quand vous aurez réussi, comme peut-être vos grands-parents qui ont résisté, aux arrière-grands-parents, à la guerre, à l'occupation, eh bien, vous pourrez dire à vos enfants, aux vôtres, même si vous n'oubliez pas, mais que vous pouvez toujours pardonner, parce qu'il faut pardonner même à ceux qui nous ont craché dessus, qui nous ont dit des choses, qui nous ont peut-être même blessés, qui nous ont peut-être même trahis, parce qu'il faut pardonner, parce que c'est ça aussi, la vie, c'est aussi le pardon, même si le pardon c'est dur, mais il faudra pardonner, il faudra ouvrir même les bras à tous ceux qui n'ont pas cru en nous, si je puis dire, et qui nous ont mis de côté. Il faudra quand même malgré tout leur ouvrir les bras, mais vous pourrez dire, vous qui êtes ici présents, eh bien, j'y étais, j'ai résisté et j'ai fait ce que ma conscience m'a demandé de faire. Et donc, moi, je vous dis très sincèrement, je vous admire vraiment tous ici présents et je pense que vous pouvez en effet vous applaudir parce que ce que vous faites, il faut vraiment un courage sans borne, un courage immense et il faut vraiment en avoir, comme le dirait Brigitte. Merci à tous pour ces mots avant. Alors, je vais commencer mon discours avec rien de très original, mais il faut vraiment refaire une salve d'applaudissements pour Char à tout cœur, pour tout ce qu'ils font au niveau de l'action locale. Et je dis ça parce qu'on a tendance à toujours surestimer beaucoup les personnes qu'on voit à travers les médias, qu'on voit dans les médias, qu'on voit faire les médias, mais les personnes aujourd'hui qui vont pouvoir changer le monde de demain, nous on peut juste inspirer, montrer ce qui se fait, ce qui se passe, donner, s'opposer au traitement médiatique actuel, mais ceux qui vont changer le monde de demain, ce sont les personnes comme Muriel, comme Olivier, comme Isabelle et toutes les personnes comme vous dans le public qui faites des petites actions pour que le monde change demain. Donc merci à Char à tout cœur d'avoir organisé ça aujourd'hui. Et comme l'ont dit de mes camarades, merci énormément. Comment il s'appelle? Thibault Lonner, c'est ça? On s'en fiche de comment ils s'appellent, ces gens-là. Merci à eux d'exister pour nous montrer notre capacité d'adaptation avec Olivier et toute l'équipe qui ont réussi à trouver une salle. Et alors, Muriel voulait pas que je le dise, je lui ai demandé, mais ça nous a quand même fait économiser beaucoup d'argent de leurs bêtises, parce que du coup, on trouve des moyens artisanaux pour venir là, et donc merci énormément à eux. Grâce à eux, on pourra faire beaucoup plus d'événements demain, donc c'est génial. C'est pour rigoler. Et je partage complètement ce que Vincent disait sans rigoler. C'est qu'on est dans un monde aujourd'hui où moi, ce métier-là, comme l'a dit Mike, parce que notre conscience, elle nous a poussé là-dedans. C'est plus fort que toi. Il y a une sociologue qui m'a demandé il y a pas longtemps, mais vous n'avez pas peur de vous sacrifier votre carrière? Vous prenez peut-être, il y a des risques beaucoup plus grands que des risques de carrière ici. On en a vu certains avoir des contrôles fiscaux, etc. Mais on est dans un monde. Mais si je comprends même pas, c'est intéressant parce que moi, en tant que passionné d'Hannah Arendt, aujourd'hui, on est dans quelque chose. Hannah Arendt critiquait le totalitarisme qu'elle avait à l'époque, qui était très brut, qui était un totalitarisme qui ne se cachait pas, qui était un totalitarisme qui vous disait, on va vous mettre la main sous l'eau et vous allez y rester et tout va pas bien se passer, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, on vous dit l'inverse. On vous dit, genre, on est dans une démocratie. Les gars, tout va bien.
confiez-nous les clés du camion et advienne que pourra. Et voilà le résultat qu'on en a. Et donc là, en fait, on est dans quelque chose où on ne peut pas dire qu'on est dans du totalitarisme à la Hannah Arendt. On est dans une forme de néo-soft totalitarisme qu'il faudrait conceptualiser parce que c'est très intéressant ce qu'on vit là. J'ai une citation pour vous que j'ai pris, que je voulais commencer avec ça, parce que le traitement médiatique, on parle du coup de, on est en réaction à une forme de propagande. Là, on est beaucoup ici à être avant 2020. Moi j'avais travaillé avant dans les médias, j'avais pris ma retraite à 24 ans en 2017. Moi, faire de la communication politique, faire de la politique aujourd'hui, ça n'est pas critiquer la politique. Quand vous regardez les médias, donc moi je suis avec le magazine Nexus, pardon, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Romain. Quand vous regardez la politique sur les médias, Le Monde, Le Parisien, qui vous voulez, ces gens-là ne critiquent pas. Ils reprennent les mots, ils disent tel politique a dit tel discours. Oui, les gars, faut pas vous arrêter là. S'il y en a un qui vous dit, même là, ce que je suis en train de vous dire, faut pas juste dire Romain a dit ça, Vincent a dit ça, Kate a dit ça, Stéphanie a dit ça. Il faut pouvoir le critiquer. Il faut pouvoir en débattre. Et aujourd'hui, ils ne veulent plus ça, ils ne veulent même pas venir. Bref, pour la citation d'Hannah Arendt sur la propagande, c'était la propagande totalitaire. Ne cherche pas à persuader, mais à organiser la vie des masses autour d'une fiction que tous doivent finir par considérer comme plus réelle que la réalité elle-même. Elle a tout dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas si ça s'applaudit, mais c'est juste. Mais relisez Hannah Arendt, ça nous aide complètement à comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, nous, comment on en est venu à faire Nexus aujourd'hui? Alors, Nexus existait bien avant que moi je les rejoigne. La plupart de l'équipe, on s'est greffé à ça. C'est un magazine qui a 25 ans. On est en kiosque. Donc ça, c'est intéressant qu'aujourd'hui, on puisse arriver, les médias libres, à avoir, à s'infiltrer un petit peu partout. Pas pour s'infiltrer, mais pour arriver justement à produire un écosystème qui arrive à toucher des personnes, à juste créer du débat. Et à la fin, il faut qu'on ait une société où, moi, c'était ce que je commençais à dire tout à l'heure. Je fais ce métier pour dire, voilà moi mon avis, voilà mon opinion, venez me parler. Et au final, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que je vois les gens fuir. Avec Michel, on allait voir les gens au bas de la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, et on s'est retrouvés, on essayait de leur parler. Alors, ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et les gens se barraient en courant. Il y a des vidéos de moi et Michel sur le net où on est en train de leur courir après. Voilà la situation dans laquelle on est. Voilà comment est le débat aujourd'hui en 2025. Et moi, je ne dis pas qu'on a raison. Mais on présente une méthodologie, on présente un avis, on présente des faits sur lesquels on aurait envie de pouvoir avoir un retour. Et là, on n'arrive même pas à avoir un retour. Quand vous regardez les Conspiracy Watch, etc., est-ce que vous voyez du fond dessus? Moi, je ne veux pas les critiquer pour les critiquer. Moi, je ne me critique jamais pour juste critiquer. Je veux aller sur les idées. Ils n'ont aucune idée. Ils sont payés, je ne sais pas quelle somme, c'est estimé à plusieurs centaines de milliers par projet ce qu'ils font. Ils n'ont aucun fond. Ils disent, Mike s'intéresse à ça, Michel Debam s'intéresse à ça. Oui, et alors on n'a pas le droit de s'intéresser à des sujets? C'est interdit de s'intéresser à des sujets? Enfin, si c'est ça l'humanité que vous voulez, moi je ne partage pas ça. D'ailleurs, un petit mot là-dessus. Ces gens-là qui ont essayé de nous censurer cette semaine, qui nous ont forcés à essayer de trouver une salle en dernier recours, etc., qui nous mettent dans des conditions abominables et qui essayent de garder les lieux pour eux. Ils essaient de garder les lieux de rencontre, les lieux institutionnels, c'est que pour eux, c'est que pour leur façon de voir la société. C'est intéressant, c'est nous, pourquoi on en est venu à faire ça? Parce que on a tous, c'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes dans le monde du journalisme alternatif libre, beaucoup de personnes qui aimeraient aller faire d'autres métiers. Sauf qu'il y a un moment donné, quand Mike parle de conscience, c'est très intéressant. Moi, personnellement, là je parle en mon nom, si pour vous, je parle à ces médias-là, si pour vous, une société où il y a autant de gens qui dorment dehors, s'il y a une société où quand les banques font n'importe quoi avec votre argent, avec votre épargne, et que c'est vous qui vous retrouvez à rembourser leurs dettes, mais qui n'avez jamais les bénéfices, hein, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Si vous êtes d'accord avec une société où les grandes surfaces s'installent sans permis, s'installent en faisant une concurrence déloyale, une société où on va vous casser la tête, pour pas dire autre chose,
avec à vous envoyer les jours fériés pour gratter difficilement 1 milliard, alors que l'évasion fiscale, c'est 100 milliards minimum par an, et que là, ils vont jamais chercher ça. Si, pour vous, c'est ça l'humanité, ne nous regardez pas du tout. Parce que nous, l'humanité qu'on veut proposer, c'est autre chose. Nous, la seule politique qu'on propose, c'est tous les éléments qui peuvent permettre aux citoyens de pouvoir gagner en puissance démocratique demain. C'est la seule politique qu'on peut nous reprocher et on peut largement comprendre que ces totalitaires veulent nous le reprocher. Donc voilà, que vous dire de plus? Il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet des médias indépendants. Sur la censure justement de ce qu'ils ont essayé de nous faire, de nous mettre, pour vous parler un petit peu des coulisses, les gens ne sont pas au courant de tous les obstacles qu'ils nous mettent sur les fesses. Ah oui, d'ailleurs, avant de parler des obstacles, on peut tous se fêter et faire une salle d'applaudissements et remercier Google qui suit Facebook de l'année dernière. Google vient de nous dire début octobre qu'il regrettait avoir fait de la censure pendant la crise sanitaire suite à cause du gouvernement Biden. Oui, mais c'est vous qui l'avez fait, les gars. Donc, je pense qu'on peut tous les applaudir pour leur courage aujourd'hui de vouloir vraiment rétablir la vérité. On n'a pas assez sabré le champagne pour ça. Hein. Quand il dit ça, ça veut dire que nous, tous les moments où on ne savait pas exactement est-ce qu'on fait, est-ce que notre méthode de travail n'est pas bonne, est-ce que tout... Et eux, ils ont réglé le débat en 2 secondes et ils nous ont dit non, vous inquiétez pas, vous avez fait du bon travail pendant 4 ans. Là, c'est nous qui avons fait de la censure. Donc, merci à Google, merci à Facebook de rétablir la vérité à ce niveau-là. Et Google, pour que vous sachiez, j'ai terminé là-dessus pour que vous compreniez les coulisses. Nous, et financièrement, alors à l'époque, j'étais à France Soir, qui est un autre média libre qui aurait pu être là aujourd'hui, formidable. Qui du coup, François, ça s'est fait en plusieurs étapes, la censure. Il y a d'abord eu une censure économique au niveau des pubs, donc on t'enlève les publicités directement. Donc là, c'est pour vous reparler de comment aussi le débat va à sens unique. C'est-à-dire que tu peux mettre des publicités sur tous les médias traditionnels, par contre, dès que tu fais de l'information libre, on va te dire, vous êtes d'accord avec cette information ? Aux annonceurs, hein, aux publicitaires. Vous êtes d'accord de mettre ça sur François ? Ah non. Du coup, ils vous enlèvent la pub comme ça. Ah, tu as déjà 1/3 de tes financements qui dégagent. OK. Ensuite, on continue. Faut savoir que Google Actualité, c'est l'endroit sur lequel on met nos informations. Tous les médias en général en France retrouvent leurs informations. Si demain, vous voulez aller voir la dernière frasque de Macron, vous tapez Macron sur Google et sur Google Actualité, vous avez toutes les dernières informations du jour. Et ben là, ils vous enlèvent. Ils vous enlèvent de Google Actualité. On appelle ça être déréférencé. On vous enlève des références. Donc, c'est-à-dire, c'est du filtre direct. On enlève GPTV, on enlève BAM, on enlève Nicolas Bouvier. Et à la fin, tu n'as plus que l'actualité des médias traditionnels. Incroyable. Ça, je comprends même pas. Moi, je dis pas qu'on a raison. Je dis pas. Moi, je suis là pour faire du débat. Sauf que je comprends pas qu'on laisse faire un monde social où il y a ça aujourd'hui. C'est genre, à un moment donné, si tu es dans une démocratie, tu laisses tous les discours arriver et tu essaies de débattre. Vous avez peur de quoi ? Vous avez peur de quoi ? Si ces personnes sont si sûres d'avoir raison, vous avez peur de quoi ? Nous, on propose du débat tout le temps et eux ne viennent jamais. Et la dernière chose de censure qu'il y a eu, c'était nous, on a eu 5 chaînes de supprimer après directement sur YouTube. Comme ça, sur François. On te supprime la chaîne YouTube, comme ça, tu peux plus t'exprimer. Voilà, c'est encore mieux. C'est pour ça que nous, on a un format papier à Nexus et on est content d'avoir ça. Mike aussi, vous avez un format papier. C'est extrêmement intéressant de pouvoir continuer. Même aujourd'hui, il y a plein de médias indépendants qui fleurissent un petit peu partout, qui font de l'actualité locale alternative. Et là, merci à eux parce que ça aide vraiment à faire circuler l'information. Voilà. Et pour terminer, sur ce que les médias traditionnels ne font jamais, et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre un micro sous la bouche des gens qui ne sont pas habitués à avoir un micro. C'est-à-dire que tu prends des ouvriers et tu les écoutes vraiment. Tu prends des personnes qui font de l'actualité locale et tu les écoutes vraiment. Et ça, c'est intéressant parce que moi, de mon côté, en tant que journaliste, j'étais étonné de voir le niveau de manque de confiance qu'avaient les gens, où les gens se disaient, mais attends, on m'a pas mis un micro sous le nez pendant 40 ans et toi, t'es qui pour me donner la parole ? Eh ben, désolé, mais moi, je suis quelqu'un pour te donner la parole et surtout, toi, t'es encore plus quelqu'un pour raconter ce que tu vis au quotidien, ce que tu vis en tant que Français, ce que tu vis en tant que membre de cette civilisation aujourd'hui. Et c'est pas parce que les autres parlent pour rien dire dans des discours politiques à n'en plus finir. C'est les personnes les plus intéressantes aujourd'hui ne veulent pas prendre la parole. Et donc, c'est pour ça que notre travail, et ce sera toujours de donner aux membres de cette civilisation toujours plus de confiance pour pouvoir s'exprimer. Et on va y arriver.
mais faites toujours les uns les autres les plus petites actions que vous pouvez pour vous mettre en avant. Ils ne veulent pas de gens autonomes, ils ne veulent pas de gens responsables, parce que ça fait peur. Et plus tu répètes aux gens qu'ils sont bêtes et idiots, plus ils vont se croire bêtes et idiots et ils vont se comporter comme tels. Par contre, plus tu dis aux gens, vous êtes responsables, vous êtes autonomes, regardez là les membres, les 30 bénévoles de Chair à tout cœur, ce qu'ils sont capables de faire avec un si petit nombre et avant si peu de temps, vous êtes capable de beaucoup plus en vous mettant en lien. Recréons des réseaux d'entraide, recréons de la confiance et on va y arriver, les gars. Merci à tous. Donc moi, je vais être assez rapide pour me présenter moi. Je vais plus parler du collectif que je représente, qui est BAM. Et surtout, je vais peut-être introduire un peu, j'ai un thème de réflexion qui me semble essentiel. Mais avant, Chair à tout cœur, on l'a dit et je le répète, ils portent parfaitement leur nom. Chair à tout cœur. Mais ce qu'ils font est fantastique. Hein. Ce qu'ils ont fait en février 2024 et en février 2025 pour rassembler les associations et les collectifs qui défendent les victimes des vaccins, les soignants suspendus. Mais c'est un travail fantastique. Sans vous, franchement, sans vous et tous les collectifs qui existent en France, il y en a plein qui viennent en tête, à Saintes, à Cholet, il y en a tellement, j'en vois ici, Éric Mercier qui est là, tous ces gens qui travaillent en France. Déjà, j'allais y venir après, je veux partir dans le désordre, c'est clair, mais une chose que je veux dire tout de suite, Mike l'a dit aussi, je vais le répéter, je pense, nous avons réussi quelque chose, tous ensemble, et il y a des choses qui manquent encore, mais ce qu'on a réussi, si une seule personne ici avait manqué, nous n'aurions pas arrêté la vaccination obligatoire, les lois qui ont été la suspension de la loi des soignants suspendus. Tous ici, tous, qu'on soit médias indépendants, particuliers, collectifs, associations, si l'un de vous avait manqué, on n'y serait peut-être pas arrivé. C'est grâce à l'ensemble de nous tous qu'on en est là. On a pu stopper une offensive terrible contre les populations ici en France et partout dans le monde. Vraiment, vraiment, mais Chair à tout cœur, mais c'est nous tous, Chair à tout cœur. Alors, je disais que j'allais me présenter rapidement, puis après, j'ai surtout présenté mon collectif, et puis après, je vais introduire un thème qui me tient très fort à cœur. Ce thème, je spoil déjà un tout petit peu, c'est comment est-ce qu'on convertit l'information en action. Je vais y venir. Je me présente. Donc, mon nom, Michel Coléa. Je suis né derrière le rideau de fer. Vous vous souvenez du rideau de fer? Oui. Je suis né donc dans un système totalitaire. Mes parents sont réfugiés politiques. La France les a accueillis, j'étais petit enfant. Donc la politique, et la politique de ce style-là, je la connais depuis longtemps. Peut-être qu'une des erreurs historiques qui a été faite, c'est que le totalitarisme n'a été associé qu'à un seul des totalitarismes du XXe siècle, le nazisme, et peut-être pas assez au communisme. Je sais qu'ici, on est dans un terrain historique du communisme rural. Je rends hommage à tous des vrais communistes de cœur, de terrain, qui ont œuvré pour que la fraternité ait un sens. Mais par contre, les apparatchiks de et aussi en France, on en parlera peut-être un jour, il aurait fallu plus les exposer parce qu'alors on aurait compris le phénomène totalitaire en ayant deux exemples. Mon père a connu de près, mais alors je peux vous dire de très très près, les deux totalitarismes. Je raconterai ça un jour. Je suis cinéaste, je ferai un sujet un jour là-dessus. Donc les deux totalitarismes du XXe siècle, je les connais presque dans ma chair. Pas directement, mais de près. J'allais pas te dire ça, mais je dévie, tant pis. En 1989, quand le mur de Berlin est tombé, mon père m'a dit, Michel, ils reviendront. J'ai dit non, papa, t'as pas compris. On est en Occident, ici en Occident, il y a la pluralité, il y a le débat. Et parce qu'il y a la pluralité et le débat d'idées et la capacité, à l'époque, vous vous souvenez Michel Pollack, il y a pas mal de têtes blanches, un peu comme moi, Michel Pollack, où tout le monde débattait, ça se tapait dessus. Mais alors, on pouvait se faire une idée parce qu'on avait une pluralité d'opinions. Donc je dis à mon père, mais papa, tu dis n'importe quoi. Et quand il disait ils reviendront, il ne parlait pas forcément des communistes qu'il avait connus, mais aussi de tout, du principe totalitaire. Il a dit, tu verras, il y aura des jeunes, ils auront tout oublié. L'histoire oublie, elle n'arrête pas d'oublier. Mon père est mort le 18 mars 2020. Et je peux vous dire que l'année 2020, je me suis dit, purée, je me coltine le troisième mois de totalitarisme. En 2020, je vis donc, moi j'ai vécu 25 ans en Belgique et je vivais en Auvergne, dans les montagnes d'Auvergne, très heureux, la vie heureuse telle qu'on la rêve. J'étais tranquille, je travaillais, tout ce qui va dans la vie, je l'avais. Et quand a commencé
j'ai résisté à ce que je voyais. Je disais, non, c'est pas possible. Je comprenais qu'il y avait c'était probablement une arme biologique, qu'il y avait une intention de nuire, mais je disais, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai mis plusieurs mois entre février, janvier même, et octobre, où je me dis, OK, il y a une collusion de très fortes puissances dans le monde, de très forts pouvoirs dans le monde, pour basculer dans un autre monde et obliger les populations à le faire. À ce moment-là, j'ai arrêté tout. Mon métier, j'ai tout quitté. J'ai tout quitté, tout mon temps depuis est consacré à ça, à être en guerre. Nous sommes en guerre, en effet. Il l'a dit. Nous l'avons compris, ce qu'il disait réellement. Ils nous font la guerre. Ben, on va nous aussi la faire. C'est une guerre psychologique. Il n'y a pas de coup pour l'instant, en tout cas. Mais on va la faire. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que j'en viens à parler de BAM. J'ai vécu 25 ans en Belgique, des amis, d'autres. On fondé un collectif que j'ai rejoint assez vite, qui s'appelle BAM. BAM, Belgian Alternative Media. J'étais pas là quand ils ont trouvé le nom, mais quel beau nom. Belgian Alternative Media. Ouais, vous dites, bah oui, Belgian Alternative Media. Ça veut aussi dire BAM. Le pouvoir nous tape dessus, BAM, on leur répond. Quand on fait BAM, BAM, BAM à la fin de nos petits films, ça veut dire ça aussi. Et donc, dans ce collectif, alors c'est une joie de travailler en collectivité. On travaille à égalité. Il y a un débat. On se voit tous les lundis maintenant, un lundi sur deux. Et je peux vous dire qu'on n'est jamais d'accord. C'est le village gaulois. Vous voyez, le village gaulois, tout le monde se dispute. Jules César dit, de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les braves. Je suis français, je peux le dire, ils sont vraiment braves, les Belges. Donc 25 ans en Belgique, avec mes amis belges. Donc, alors, il y a plusieurs nationalités dans BAM. Vous ne nous connaissez pas beaucoup parce qu'on avait pris le parti au début de pas trop se montrer. Pourquoi? On est deux cinéastes. Je suis cinéaste documentaire et Manuel Pout, qui est le fondateur, et producteur et réalisateur de documentaires. Donc, on a l'habitude d'être derrière la caméra, de s'effacer derrière les gens qu'on filme. Peut-être que ça va changer parce que je trouve que mes camarades, c'est bien ce qu'ils font, d'incarner, d'être devant la caméra parce que ça vous incarne aussi. Donc, on est en train de réfléchir aussi à plus se montrer. Mais pour ça, on n'est peut-être pas connu. Je vous dis un petit peu, si vous permettez, je vais un tout petit peu dire des choses qu'on a faites, qui sont un peu à notre honneur, et comment nous travaillons. Une des choses qui nous caractérise, c'est que nous montons les vidéos. On fait un travail qu'on fait parfois en cinéma. Moi, ça m'arrive de passer sur 2h30 d'interview, 9 semaines de montage dessus pour arriver à 25 minutes passionnantes. Mais ça demande des semaines. Ah oui, je précise, nous sommes bénévoles. Depuis le départ, on a fonctionné avec des dons. Donc, et avec nos économies. Hein. On ne gagne pas d'argent. Les gens parfois nous traitent comme si on était des journalistes avec une rédaction payée. Non, on est tout est bénévole. Et donc, c'est un groupe de gens qui ne se connaissaient pas, qui sont mis ensemble et depuis ce village gaulois, nous sommes devenus très amis, très attachés les uns aux autres. Et je peux vous dire, mais j'en suis presque ému rien que de penser à mes camarades. Là, ils sont en train de faire le direct de l'autre côté. J'espère que techniquement tout se passe bien, les amis. Et je suis ému et j'ai cette chance de travailler dans ce collectif merveilleux. Donc, il y a des Belges, mais c'est pas Belgian Alternative Media, ça veut pas dire que ça parle que de la Belgique, évidemment. Ça parle comme tous les médias ici, ça parle du monde francophone, mais ça parle aussi, on est plusieurs à parler un anglais aussi bien que le français. Donc, on a fait pas mal d'interviews avec les Américains, si vous allez voir, ceux qui ne nous connaissent pas. On a beaucoup suivi, tout à l'heure, tu as rendu hommage à Rainer Fulmich. J'étais à Berlin, vous vous souvenez, quand il y avait le grand jury à l'époque, dans la première, pas le numéro 0, le premier grand jury, on a fait une interview, Colin, mon camarade de BAM et moi, de Rainer et de Viviane Fischer, juste avant, dans la pièce à côté, on était dans la pièce à côté. Je vais republier cette interview parce qu'à l'époque, comme nous tous, on était censurés de partout, nos chaînes YouTube sautaient, Facebook, on n'arrivait pas à diffuser, c'était terrible. Donc c'est presque passé confidentiellement, je vais la ressortir cette interview sur Rainer, parce que elle est très d'actualité. Vous allez voir à quel point. Et donc, par exemple, dans les choses qu'on a faites, on suit depuis que Viviane Fischer l'a attaqué avec des accusations totalement délirantes et que ensuite l'État profond a profité de ça pour l'incarcérer. C'est un prisonnier politique. Nous avons été les premiers à utiliser l'expression prisonnier politique. Pas il a triché, je sais pas quoi. Non, prisonnier politique. Donc, allez voir, nous avons suivi, nous allons continuer à le suivre et on va aussi essayer de proposer des choses pour faire pression, pour aider. Comme nous sommes à Bruxelles, évidemment, le procès von der Leyen, Frédéric Baldan, il y a mes camarades qui ont suivi l'affaire et qui ont fait un gros travail là-dessus. Bref, voilà, précision, nous sommes Belgian Alternative Media, mais en fait, nous sommes international. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, alors maintenant, j'en arrive
sujet qui me tient à cœur. Je ne veux pas être trop long, je sens que je suis un petit peu long. C'est bien. Je ne veux pas oublier quelque chose sur mes camarades quand même, vous permettez. Je suis le plus vieux, je suis avant le Covid. Ceux qui disent que le Covid, j'ai une séquelle, c'est que j'ai perdu, je n'ai plus la même mémoire et je suis obligé de lire mes notes. Ah oui, quand j'ai parlé de Rainer Füllmich, parmi nous, il y a Kerstin Oysinger, allemande, vous la connaissez, elle suit Rainer. Kerstin, mais je l'embrasse, c'est une de mes meilleures amies, sinon ma meilleure amie dans la résistance. Et évidemment, elle travaille avec BAM, et c'est pour ça que Kerstin et moi, on a inauguré cette série Rainer Füllmich, prisonnier politique, parce qu'il fallait voilà, je voulais absolument parler d'elle. Et puis, oui, une chose, j'avais oublié, pardon de revenir à moi. En 2021, puisque j'habitais en Auvergne, à Clermont-Ferrand, j'étais aussi activiste. En 2021, avec mes camarades en Auvergne, dont quelques-uns sont dans la salle, non seulement on faisait évidemment toutes les manifs contre le pass, mais on a fait aussi toute une série d'actions. Et ça, j'aimerais bien voir ça refleurir. Par exemple, on est allé voir tous les étudiants, je vous jure, tous les étudiants du Crous, tous ceux qui avaient des logements. On tapait à la porte et on leur montrait en 2021 une alternative à ce qui se disait de la vaccination. On leur amenait pour qu'ils puissent avoir un choix libre et éclairé. On leur disait pas, vous vaccinez pas. On leur disait, on vous dit ça, mais des scientifiques qui sont censurés disent ça. On a fait quelque chose comme 600 étudiants, un à un. Donc ce terreau-activiste, je parle de mon cas, mais mes camarades de BAM, eux aussi en Belgique ont fait des choses. Il y a, et c'est ça qui va me servir aussi à introduire le sujet, je pense qu'on ne peut pas se contenter d'informer. Ça ne suffit pas. Comme on l'a dit, on est en guerre. On ne peut pas être juste spectateur de cette montée du totalitarisme il n'y est pas encore, mais il est en train de s'installer. Oui, je pars dans toutes les directions. Mais ce que j'ai appris du totalitarisme de derrière le rideau de fer, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Oui, les chars russes, à un moment, étaient à partir de 1944 dans les pays. Mais il a fallu 4 ans, jusqu'en 1948, pour que le totalitarisme soit là. C'est étape par étape. C'est exactement ce que nous vivons. Et pendant cette étape, et ça, les parents m'ont très très bien raconté, il y avait quoi? Du déni. Mais non, ça peut pas arriver. Oui, d'accord. Mais les Français, les Anglais, les Américains viendront nous sauver. Ils laisseront jamais faire un truc pareil. Donc ça, c'est une leçon. Agir. Et donc, l'information, on peut pas. Le risque que nous avons tous ici, c'est qu'à un moment, on ne fasse plus qu'informer. C'est-à-dire qu'on s'informe nous-mêmes entre nous. On doit être à peu près 2 millions en France. Je me base sur ce qui se passait à l'époque du pass sanitaire, des suspendus. On doit être à peu près 2 millions en France, et la même proportion en Belgique, à être plus ou moins au courant de la gravité de la situation. Mais le risque, c'est qu'à un moment, on fasse circuler l'info entre nous et qu'il y ait une coupure. Souvenez-vous de 2021. À l'époque, on se battait pour essayer de convaincre les gens. On essayait de leur montrer des choses. On se cassait les dents. Et à force de se casser les dents, c'est plus commode de parler à des gens comme nous. Le risque qui nous guette tous, c'est l'entre-soi. J'avais dit, on a une grande réussite, c'est d'avoir stoppé l'offensive ennemie, parlons en termes de guerre. Mais par contre, ce qui nous manque encore, c'est que nous avons, puisqu'on est en guerre, quel est l'objectif finalement? Pour que l'on puisse gagner, il faut pas forcément une majorité, mais un nombre critique, une masse critique de gens qui soient informés de ce qui se passe et qui soient assez déterminés pour l'arrêter. Et le nombre empêchera, il n'y aura pas de violence, il y aura pas. Si un nombre suffisant de gens, parce qu'en face, ils sont pas nombreux, ils ont juste tous les leviers du pouvoir. Mais le nombre, c'est notre atout. Le problème, c'est que pour l'instant, le nombre dort. Et nous, ne sont pas chez eux. Et nous, l'autre problème, c'est que nous, on se voit comme éveillés qui devons réveiller le nombre. Mais si on fait ça, on a merdé. On ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que on va tout de suite dégager un sentiment de supériorité. Nous savons, vous ne savez pas. Et donc, il va y avoir du déni. Donc, ça demande une abnégation, une humilité, une patience. Et je nous invite tous, à sortir du risque de l'entre-soi, et 2, à garder l'humilité et de ne jamais regarder la personne qui ne pense pas comme nous, qui n'est pas éveillée, disons-nous, mais il ne faut pas utiliser ces mots-là, de toujours, parce que il faut répéter, il va falloir répéter encore et encore, et amener, et des preuves. Et attention, on s'adresse beaucoup
au cerveau gauche depuis le début, c'est-à-dire au cerveau rationnel. On a amené des chiffres. On a, mais qu'est-ce qu'on en a amené comme preuve? Chose, mais tellement énorme. On peut leur sortir. D'abord, ils refusent les débats. Mais le problème, c'est que quand on s'adresse au cerveau gauche, au cerveau rationnel, c'est là qu'entre en jeu le déni. Nous, par exemple, à BAM, comme on est quelques artistes, on est en train de réfléchir à comment s'adresser au cerveau droit, au cerveau sensible. Et peut-être que c'est une nouvelle forme aussi de médias. Stéphanie, tu vois ce qu'on avait fait avec Antoine, allez voir peut-être ce qu'on a fait avec Antoine, vacciné 30 ans, qui est un petit film de 6 minutes, qui lui est à la fois l'information, mais à la fois essayer de s'adresser au cerveau droit. Voilà par exemple une piste de ce qu'on pourrait faire. Alors je suis totalement sorti de ce que je voulais dire. Vous me permettez de regarder. Non, mais Michel, ouais. Non, mais j'ai encore 2-3 petites choses importantes. Mais Michel, ouais, 2 minutes. Michel, je suis là. Non, je crois. T'es parti pour faire ton développement ou pas? Non, j'ai fini. J'ai quasi fini. D'accord. Merci, Michel. Non, mais c'est vrai, je parle trop. Alors, non, parce que j'avais des choses. Je veux être sûr si. Oui, non, mais je termine. Parce qu'il y avait la. Oui. Ok, bah alors on me dit de conclure. Cerveau droit, cerveau gauche. Non, oui, c'est ça. En fait, non, là, c'est important. Parce que, donc, si on est là, et on fera ça peut-être cet après-midi, mais déjà, j'initie la chose. Comment? Parce que c'est pas simple de passer de l'information à l'action. Alors, je lance des propositions un peu brutes de décoffrage. Je leur en ai pas parlé. Par exemple, on a. Alors, ah oui, non, mais ça, j'ai oublié de le dire. C'est tellement bon d'être ensemble. On passe des moments fantastiques. Il y a une amitié, une vraie amitié qui naît. Certains de nous, on était déjà potes et là, on se découvre et on continue. Mais justement, vous et nous ensemble, et les scientifiques et tous les lanceurs d'alerte et tous les soignants suspendus, les victimes des vaccins qui font un travail incroyable pour faire connaître, eh bien, on pourrait avoir une plateforme commune où les bonnes idées, qu'est-ce qui se fait sur le terrain qui permet d'avancer, qui permet de créer des brèches dans les murs du déni, qui permet de faire que de plus en plus de gens sont conscients de ce qui est en train de passer. Si nous créons une plateforme commune où ces idées sont partagées et reproductibles et partageables et agrandissables. Voilà par exemple quelque chose qu'on pourrait faire. Quel genre d'idées? Rapidement, très rapidement. Franchement, j'en ai plus que pour une minute. Ça fait 10 minutes que tu dis que tu en as pour 5 minutes. Non, t'exagères là, arrête. N'exagère pas non plus. Non, mais par exemple, oui, bon, non, mais je redirai certaines choses l'après-midi. Oui, non, mais je garderai certaines choses. Mais par exemple, on parle des victimes des vaccins. La plupart des victimes des vaccins s'ignorent. Moi, quand vous en rencontrez, on a tous vécu la situation de dire à quelqu'un qui est manifestement, qui a des effets secondaires depuis le vaccin, mais curieusement, même si on leur dit qu'ils doivent aller rejoindre des associations qui vont les aider, qui vont leur procurer de l'aide, des aides juridiques, ils sont dans le déni. C'est comme s'ils avaient tellement merdé qu'ils veulent pas. La plupart des victimes de vaccins s'ignorent. Si nous, à travers ce qui s'est passé, à travers cette horreur qui a été la vaccination obligatoire, ce qui contrevient à toutes les codes de Nuremberg, enfin, si nous, à partir de là, on arrive à ne serait-ce que ramener les victimes de vaccins qui s'ignorent vers des associations, c'est déjà énorme. Donc voilà, par exemple, une idée. Enfin, on développera ça cet après-midi. Mais là, je conclue. Maintenant, c'est vraiment ma conclusion. On entend souvent que le mensonge, c'est parce que c'est le mensonge que nous combattons, que le mensonge prend l'ascenseur alors que la vérité prend l'escalier. Vous savez ce qu'on doit faire? On doit sauter les marches. 4 à 4 maintenant, l'escalier. Romain, tu voulais refaire un petit mot? Je fais un tout petit mot parce que j'avais envie d'être très taquin. C'est cool parce qu'il faut qu'on arrive à créer du débat comme Au Bon Tweet dit. J'essaie de pas casser les anonymats. Mais là, c'était quand même très très drôle puisque une de des bénévoles d'ici qui m'a donné un bout de papier où c'était un des extraits d'un des journaux, je crois que c'est un des journaux locaux qui a écrit sur nous, qui a écrit sur toi, Olivier, du coup là-dessus, qui vous a mis de... Et c'est assez intéressant comment la vision qu'ils ont de nous, sans venir nous parler. Alors, je vous lis juste le début, hein, on va pas se taper le truc, hein, il faut qu'on enchaîne. La conférence sur des médias dits, entre guillemets, indépendants. Pourquoi tu mets des guillemets? On est tous indépendants, frère. Hein. On paye de notre poche, quoi. Non, mais on est tous en déficit. Hein. Moi, je veux bien habiter dans autre chose qu'un 30 mètres carrés, hein, sans raconter ma vie, mais enfin, vous faites chier, quoi. Aura lieu, donc ça aura bien lieu. Et alors, ça dit, quand nous avons justice
quand nous avons su la teneur de la conférence, et qui étaient, putain, attends, et qui étaient les 10 intervenants complotistes, ah, forcément, il n'y avait pas. Je sais pas comment on se le fait. Attends, je vais me faire les 3 d'un coup parce que le deuxième, je l'avais. On a eu tout, antisémite. Moi, je suis plutôt de tendance de gauche, mais on me dit de droite. Ouais, t'es fou. Non, mais c'est à la limite. Non, mais si vous dites des trucs, au moins dites des trucs vrais. Anti-vaccin. Donc, alors, on va les décomposer les uns les autres. Excuse-moi, je vais vite, Olivier. Complotiste. Qu'on se rappelle, on va faire très vite. Il y a 20 ans, quand aux États-Unis, on nous parle de, juste après le 11 septembre, bizarrement, de la destruction. Non, c'est quoi les armes de destruction massive? C'est ça du gouvernement américain? Ok, ça c'était dit. Si tu critiquais ça à l'époque, t'étais dit complotiste. On en est où en 2025? On dit que c'est un des plus grands mensonges d'État de géopolitique internationale. Ok, bon. S'il y a des médias indépendants, pas indépendants, s'il y a des, on sait qu'il y a quelques presses, des gens qui sont arrivés en presse. Entendez bien ça, hein, allez pas fumer une clope. C'est très important ce que je dis là. Antiféministe. Putain, celui-là, je l'avais jamais vu. Non, pardon pour les gros mots, je suis désolé, mais j'en ai rien à foutre. Mais ça, c'est quand même assez exceptionnel. Antiféministe. Kate, tu nous diras comment tu prends la chose, et Stéphanie aussi. Et d'ailleurs, là-dessus, je suis très content que vous ayez pris la parole sur les 3 premiers intervenants. Au bon tweet, tu es en train de transitionner, toi, donc c'est bon aussi. Ah, pardon. Ah non. Ah, mais non, mais nous, on est libre de. Nous, on accepte tout. Il y a des bêtises politiques. Bon, on pourra en faire un débat si vous voulez. Mais antiféministe, non, les gars, faut arrêter de mettre des étiquettes débiles quand vous savez plus quoi dire. Anti-vaccin. Nous, on a toujours prôné, pour tout le monde, Nexus ou François, par où je suis passé, on a toujours été pour la liberté. Consentement libre et éclairé, c'est tout ce qu'on prône. Comme dans, attends, applaudis pas. Quand il y a, c'est les médias non indépendants là qui sont ici, pardon, je monte un petit peu en pression. Il est bientôt midi, j'ai faim. Mais du coup, c'est c'était les centres de vaccination près de Rennes. J'ai plus la ville exactement. Automne 2021, ils avaient brûlé des fiches d'information où il y avait effectivement les effets secondaires possibles qui étaient inscrits dedans, et ils avaient dit non, vous allez mettre la confusion chez les gens. Ça, c'est contre quoi on lutte. On est anti-bullshit, on est anti-totalitarisme, anti-propagande, et on est pour une... vous mettez tous les mots que vous voulez, voilà, que j'ai mis tout à l'heure. Ouais, si. Mais arrêtez. Merci pour votre intervention. Que tous les médias non indépendants qui sont là, arrêtez de mettre des étiquettes. Venez discuter avec nous, parce que Olivier, j'ajoute juste un mot parce que Romain a parlé d'un article et je vais le partager à mes confrères. France qui a parlé tout à l'heure, il faut que je retrouve qui a pondu cet article et il parle de nous, Tristan. Donc on va lui répondre cet après-midi. Attends, quand même. Ah oui, qui finance Tristan Mendes France? Il y a une histoire de fonds Marianne qui n'est pas nette du tout. Alors, je voulais répondre à 2 accusations. Alors, moi, personnellement, je suis féministe. Je suis féministe. Je ne suis pas néo-féministe. Parce que le néo-féminisme, c'est un extrémisme. Et c'est des cinglés qui sont mis en avant dans les médias mainstream ou traditionnels à dessein pour certainement lancer une guerre des sexes. Je suis féministe. C'est-à-dire pour un respect entre une carrière, celle qui en veut pas, libre choix, finalement comme la vaccination, c'est la même chose. Donc je suis féministe. Ici, il y a des gens issus de milieux de gauche, il y a des gens issus de milieux de droite. Moi, j'ai grandi dans une famille de gauche. Aujourd'hui, je pense que beaucoup, on va pas être radicaux, beaucoup d'élus de gauche ont trahi depuis des décennies les valeurs de la gauche. Voilà. Donc, depuis un certain temps, j'ai pris l'habitude de voter blanc. Le vote blanc n'est pas reconnu à dessein puisque nous ne sommes pas réellement dans une démocratie. Ça, c'est aussi un autre débat à lancer. Et je voudrais répondre à Monsieur Thibault L'Honneur qui tente de nous salir, lui et ses acolytes. Donc, nous ne sommes pas d'extrême droite puisque qu'est-ce que l'extrême droite? Alors, ma définition à moi, et je ne sais pas si mes collègues seront d'accord, l'extrême droite, c'est le fait
c'est un système qui exerce une violence physique et ou psychologique sur les individus. Et c'est un système qui tend à réduire drastiquement les libertés individuelles. Et nous, tous, médias indépendants, donc qui ne sommes financés ni par Bolloré ni par aucun oligarque, nous avons dénoncé cette violence physique et psychologique. Ça fait au moins 5 ans, plus pour ceux qui se sont créés il y a plus longtemps. Nous dénonçons la crise des gilets jaunes sur ceux qui ont perdu un œil, une main, etc., ou une situation professionnelle. Voilà, merci. Nous dénonçons. Donc nous ne pouvons pas être d'extrême droite, c'est antinomique. Nous dénonçons la violence psychologique qui a été exercée sur les individus, donc les gilets jaunes, mais pas seulement, la crise Covid, les confinements dont la légitimité est extrêmement discutable, confère les chiffres de la réelle pandémie, entre guillemets, ça c'est factuel. Donc nous avons eu des taux de suicide chez les adolescents, même chez les enfants qu'on n'a jamais vus, confère le travail de Marie-Estelle Dupont et d'autres experts. Il y a eu des suicides économiques, des restaurateurs qui se sont foutus en l'air, on va dire les choses, des petits entrepreneurs, etc. Le prêt, le PGE, c'était un cadeau empoisonné. Il y a des boîtes qui ont fermé l'année d'après quand il fallait le rembourser. Donc nous autres médias indépendants, nous dénonçons ça sans aucune censure. Et nous dénonçons bien sûr la réduction des libertés individuelles, à savoir, et en plus, ce qui nous pend au nez, puisque c'est clairement annoncé par une partie de l'oligarchie, une volonté d'instaurer une identité numérique avec un argent numérique potentiellement traçable. Donc un argent numérique, c'est la prison idéale, c'est le bout du tunnel, c'est une chose dont il faut absolument se méfier et nous le dénonçons à longueur d'émission. Donc je ne vois pas comment nous pourrions être d'extrême droite. Nous luttons contre l'extrême droite. Et il faut arrêter d'inverser le monde, il faut arrêter de vider les mots de leur substance, il faut arrêter de galvauder, il faut arrêter de mentir, en fait, et il faut arrêter de rendre les gens fous, complètement fous dans un monde qui est inversé. Voilà, je voulais dire ça. Je vous remercie. Vincent. Juste, voilà, j'en ai pour 2 minutes. Je voudrais faire un petit bémol sur ce que Romain a dit. Je suis complotiste, à savoir que je considère que les événements qui arrivent ne sont pas des espèces de trucs un peu fortuits auxquels nos politiques font face avec beaucoup de courage et parfois pas beaucoup de chance. Donc je considère que les 3/4 des choses que nous vivons sont planifiées, préparées et déterminées, et c'est l'exacte définition d'un complot. Voilà. Et ça existe depuis le début des temps. Voilà, il y a des gens qui sont au pouvoir et le but du jeu est de maintenir ce pouvoir, parfois en mentant. Bref, le deuxième point, c'est que si par anti-féministe on détermine qu'on est on combat, on va dire, des personnes comme, je ne sais pas si vous connaissez une personne qui s'appelle Alice Coffin, qui recommande à toutes les femmes de se laisser pousser du poil sur les jambes pour lutter contre le patriarcat toxique. Oui, alors je suis un peu anti-féministe, je dois vous l'avouer, mais pas du tout misogyne ou quoi que ce soit. Le dernier point, c'est que concernant l'importance en fait des médias alternatifs, il y a une personne, je ne sais pas si vous la connaissez dans la complosphère, qui s'appelle Momochi et qui a fait une vidéo remarquable sur le fait, sur la manière dont Google est en train de nettoyer absolument tout son contenu pour ne maintenir que des versions officielles. Donc quand vous cherchez des choses pour corroborer ce que vous annoncez, eh ben vous les trouvez plus parce que Google a beaucoup nettoyé. Et je termine sur un point, c'est que en France, aux dernières nouvelles, à savoir en 2005, nous étions plus de 50% à être contre l'Europe. Et le tour de génie de ces gens-là, c'est d'avoir réussi à mettre l'intégralité des partis autorisés à passer à la télé, en gros donc du Parti communiste, maintenant malheureusement au Rassemblement national, qui voilà, ils sont tous pro-OTAN, pro-UE, pro-euro,
pro-vaccin, etc., etc. Donc, dans la parole autorisée dans les médias officiels, on a l'impression du choix parce qu'ils font semblant de se mettre sur la gueule alors qu'ils sont tous potes. Moi, une fois, j'étais en coulisses d'une émission et j'ai vu, c'était il y a un petit moment, Michel Charasse et Robert Hue à l'époque, qui disaient bon alors attends, toi tu vas m'attaquer là-dessus et puis moi je vais te répondre comme ça, tu vas voir, ça va être génial, etc. Donc tout ça est un petit cinéma, un petit cirque, et les médias indépendants amènent une vérité alternative. Et voilà, donc moi, si j'étais vous, quand vous avez, j'imagine, plein d'oppositions, au lieu de leur dire va chercher sur Google parce que vous allez vous faire avoir, allez voir les vidéos de Mike parce qu'il en a sûrement parlé, allez voir les magazines Nexus parce que voilà, allez voir BAM, allez voir Nicolas qui a certainement interviewé quelqu'un qui raconte quelque chose d'un peu différent, etc., etc. Et voilà. Bon tweet. Excusez-moi, il y a un couple de personnes qui nous a pris une feuille de droit à l'image, car c'est filmé. Si elles ne veulent pas être filmées, il y a une zone pour pas être vues dans le fond de la salle. Mes chers médias indépendants, il y a 2 personnes qui sont avec nous aujourd'hui, et j'aurais voulu les présenter à tout le monde. C'est Eric, et j'aimerais bien pour présenter leur lutte au quotidien. Bonjour, merci. Merci à Chair à tout cœur pour ce... On monte sur la... Bon, allez Philippe, on y va. On va rester ici, c'est quand même notre cadeau. Le cadeau fait par Chair à tout cœur. Merci Chair à tout cœur pour ce cadeau. Merci à vous tous. Franchement, on vous aime parce qu'on vous suit, parce qu'on vous écoute. Vous nous faites marrer, vous nous faites du bien. On a été tous les deux pas mal invités, c'est vrai, régulièrement sur la plupart de vos réseaux. Moi, c'était sur l'approche soignants suspendus au début, et puis pour la faire vraiment ultra courte, le décret Rivotril, le fameux coup d'essai pour tuer les petits vieux, était véritablement un coup d'essai. Je l'ai su depuis le début, parce que ça fait 35 ans que je suis dans le soin et 15 ans que je suis formateur en EHPAD. Et je savais que c'était un coup d'essai pour basculer sur un projet de loi euthanasie. La problématique n'est pas du tout si vous êtes pour ou contre l'euthanasie. C'est très bien d'être pour, c'est très bien d'être contre. Moi, personnellement, je suis contre, mais en fait, on s'en fout. La grande question est, est-ce que les gens ont compris qu'il s'agit d'une euthanasie de masse proposée sur l'actuel projet de loi numéro 661, relayé par le projet de loi soins palliatifs numéro 662. C'est quand même beaucoup de 6, n'est-ce pas? Est-ce que les gens ont compris qu'il s'agit d'une problématique de masse telle que c'est relayé par les Canadiens sur 14,5 millions de personnes sur les 20 prochaines années? J'en dis pas plus. Et grâce à vous, on a pu aborder ces sujets-là, parce que c'est des sujets pas terribles, c'est des sujets bof. Les gens n'ont pas trop envie d'en parler. On était donc ensemble sur Nexus vendredi dernier. Je voyais Romain se décrocher la mâchoire sur un certain nombre d'informations qu'on donnait. On en a discuté avec Michel. Comment? C'est complètement... Alors, c'est à la fois... C'est horrible, mais il faut que les gens aient l'info. On est toujours sur la démarche consentement libre et éclairé. On en a parlé avec Michel. J'ai eu la surprise de voir qu'on apparaissait sur Marseille. J'ai eu un encart, un article qui était posé. J'ai été reçu par Nicolas. Je crois que Nicolas, c'est la toute première interview. On en a fait 14 en tout, mais on rend complètement hommage à Olivier Soulier. Si Olivier Soulier était là et Stéphane Gaillet, il y aurait tellement de choses. Quand je dis on, c'est parce qu'on a été, on travaille à deux en fait. Je travaille avec Valérie Ferrier, qui est une des dernières grandes journalistes scientifiques. Il y a peut-être une dizaine de vrais grands journalistes qui restent encore en France. Elle en fait partie.
Donc, on a été invité avec Nicolas. On a été invité avec Stéphanie sur la fameuse lettre que l'on a fait à Annie Vidal et Claire Fourcade. Vraiment, ça a fait du bruit. On a été invité aussi avec Clémence régulièrement. Et puis, on a passé un super temps un samedi matin avec Mike sur Radio Courtoisie et GPTV. Il faut impérativement que les gens soient informés et c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que ça avance, c'est grâce à vous que les gens peuvent se mettre en action. Alors pour la peine, je donne aussi mon petit tuyau supplémentaire pour de l'action pour un copain, parce que souvent on me demande des nouvelles d'Amine Humlil, et tout se fait par le bouche à oreille. Alors là, il y a un micro 30 secondes, j'en profite, un bon coup de bouche à oreille. Si vous voulez aider Amine Humlil, rapprochez-vous de sa chaîne, de son Twitter. Vous trouverez ses coordonnées. Amine parvient à survivre parce qu'il informe à 2 niveaux. Il fait des ateliers de formation qui lui permettent d'expliquer au grand public ce qu'il faut savoir sur les médicaments, les traitements, être en capacité de répondre à son médecin traitant ou à un petit thénardier de service dans un couloir avec une blouse blanche. Il n'y en a pas beaucoup, mais malheureusement, il va y en avoir de plus en plus. Donc, quoi répondre à des équipes soignantes d'un point de vue pharmaco? Ça coûte à peu près 10 € de l'heure, mais c'est minuscule en termes de coût par rapport à la masse d'informations. C'est des vidéos où on est une dizaine avec Amine et on bosse pendant 2-3 heures. Et il a aussi créé une page qui, elle, est à 12 € de l'année. Il demande 1 € seulement par mois. Et là, tous les mois, vous recevez vraiment une newsletter, mais vraiment creusée. Ah, j'avais pas vu que tu étais là. Je vais venir te voir tout à l'heure. Mais comment dire, avec Amine, vraiment, vous pouvez accéder à des informations précieuses. Donc, allez sur son Twitter et voilà ce que je voulais dire. J'en dis pas plus. Merci à vous. Oui, donc bonjour à tous, Philippe Grégoire. Donc, merci à tous les intervenants indépendants. Merci à Eric qui m'a permis d'ouvrir ma chaîne YouTube Philippe est dans le pré. Donc, on s'était rencontrés pendant les Gilets jaunes, même avant les Gilets jaunes. Et donc, il m'avait poussé à ouvrir ma chaîne Philippe est dans le pré, parce qu'il se trouve que moi, vous avez fait allusion un peu aux politiques et vous avez bien fait. Il se trouve que j'ai travaillé avec Bruno Le Maire et puis après Stéphane Le Foll. Donc, j'y suis allé en tant qu'indépendant. Nous, on est rentré suite aux grèves du lait. Historiquement, avec mon père, on était à la FNSEA, puisque mon père était très syndicaliste, et on a quitté la FNSEA en 94 quand on s'est aperçu de l'arnaque, puisqu'elle s'est transformée en la France nouvelle sans exploitants agricoles, et puisqu'à la sortie de la guerre, c'était être censé un contre-pouvoir, et c'est devenu un co-gérant du pouvoir et de l'Union européenne et de tout ce qui va avec. Donc, par le biais de l'appli nationale des associations des producteurs de lait indépendants de l'époque, on est rentré un nombre dans les ministères, dont moi je fais partie, avec Pascal Massol. Et donc, on a fait un mandat avec Bruno Le Maire, avec Stéphane Le Foll, au ministère de l'Agriculture. Et là, c'est beaucoup plus compliqué avec Macron, parce que les indépendants, il les met un peu, mais très, très, très peu, pour proposer des alternatives. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, donc, je suis agriculteur dans le Maine-et-Loire, entre Angers et Cholet. Et ma chaîne, elle est plus spécialisée dans l'agriculture, puisqu'on est à 2,5 suicides par jour, toujours. Et on est à 83% des paysans en dessous le SMIC brut. Donc, peu de gens connaissent l'agricole. C'est très complexe parce qu'il n'y a pas une agriculture, mais des agricultures. Et pour m'occuper en même temps de l'association SAMU Social Agricole National, on a un SAMU Social Agricole National qui a été créé par un collègue en 2000 dans le Gers. C'est très complexe parce que quand vous voyez les exploitations agricoles, vous avez l'impression comme ça dans le paraître, il y a beaucoup de fierté et d'orgueil dans l'agriculture, il y a l'affectio familiae, jamais personne vous dira qu'il gagne pas sa vie, mais quand vous avez les comptabilités, vous tombez de très 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 haut. C'est du leasing, les tracteurs, et là, vous seriez surpris si vous voyez les dossiers que nous, on découvre chaque jour. On trouve des gens à plus de 600 hectares au RSA et l'habit ne fait pas le moine. Et en fait, l'agriculture s'est fait piéger par la cogestion de la FNSEA avec l'industrie agroalimentaire. Et malheureusement, dans toutes les interventions que je fais,
Je sais qu'aujourd'hui, je vais observer les étiquettes en mangeant ou en allant boire un coup. Et même aujourd'hui, la FNSEA sera présente. Parce que partout, dans tous les rouages de l'agroalimentaire, ils ont des parts et des actions. Je dis bien partout. Donc c'est un État dans l'État auquel ni Macron, ni Sarkozy, ni Hollande. Alors quand on les rencontre, ils bottent en touche. Hein. Ils disent que c'est très compliqué, qu'ils peuvent pas faire autrement. Ils bottent en touche, mais ils ne connaissent surtout rien dans l'agriculture. Et au niveau politique, je travaille avec des souverainistes, je travaille avec Étienne Chouard, mais les partis politiques, je peux vous dire, il n'y en a pas un de compétent au niveau agricole. Je dis bien pas un. Olivier, 2. Olivier, juste, je vais me permettre quelque chose. Je devrais. Pardon? Non. Alors là, ça concerne en fait une personne qui est dans le public, qui veut poser une question. Je l'ai vu se lever et j'ai envie de jouer le jeu en fait. J'ai juste envie de jouer le jeu. Cette personne, si vous voulez bien vous lever et puis poser. Oui, mais là. En fait, si je demande, c'est que cette personne, je pense qu'il y a un sens. J'aimerais qu'elle se présente. Voilà, j'aimerais qu'elle se présente. Elle est venue prendre des... Moi, j'aimerais bien savoir... On le passe après, Romain. Je peux attendre. Excusez-moi, c'était de moi. On m'entend? C'était de moi qu'il s'agissait, mais je pouvais attendre, hein, c'est pas grave, on se connaît. Voilà. Et donc, c'était pour en référence à ce qui avait été dit tout à l'heure par rapport à la cause. Allô? Pardon? Le micro, il marche. Regardez par ici. Ah oui, oui, mais c'est par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure sur les élus de droite, gauche, etc. Tout ça, ça n'a vraiment aucun sens, on le sait bien. Et si ça a été organisé comme ça, il y a des raisons. C'est diabolique, comme l'a dit Mike tout à l'heure. On est d'accord. Alors, ouais, je suis Géraldine Silvenskaya. On est un petit média de rien du tout, enfin quand même, qui s'appelle donc l'Impact 7, que tu connais, Mike, et qui vit toujours, voilà. Et donc on a progressé puisque comme les autres, on est parti de rien. Et toutes les histoires que j'ai entendues là, on est pareil, sauf que nous, on donne pas dans le virtuel, dans l'image virtuelle, et on cherche pas trop là-dessus, j'aime pas ça, et ni les sites, on en a eu. Bon, on s'en fout, c'est pas le problème, c'est surtout ce qui a été dit tout à l'heure par les gens des positions, et de considérer toujours les autres comme l'ennemi. Et il faut qu'on sorte de cette relation-là. Et quand on a parlé tout à l'heure, vous avez parlé des gens de gauche, de droite, et surtout à Vierzon, qui a une histoire communiste, mais grave, quoi. Hein, et il faut quand même savoir, dans notre prochain journal, on publie un article sur la psychothérapie institutionnelle. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent là, voilà. Et la psychothérapie institutionnelle, c'est quelque chose qui est issu de la résistance. Je ne suis pas là spécialement pour donner une piste de réflexion. Eh bien, justement, alors la question, je la pose, alors, c'est comment on va se sortir de cette dichotomie entre la droite et la gauche, hein, et d'attaquer des gens. Et ce qu'il faut faire, c'est peut-être, vous, la réponse, moi je suggère simplement, c'est de leur dire à partir de faits, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il fallait donc donner des faits et de façon à ce que les gens, on ait des billes et pour rallier des gens. C'est bien de ça qu'il s'agit. Et ben justement, il faut faire des articles dans ce sens-là. C'est pour ça que j'ai choisi cet article-là, puisque le directeur de la clinique en question. Ah ben vous répondez quand vous voulez. Moi, on est venu me chercher là. J'étais pas obligé de. Voilà. Voilà. Simplement, c'était pour dire que ce point-là, c'est la solution. Il faut pas traiter l'autre camp. Et l'autre camp. Dans les autres camps, il y a des gens, ils sont là parce que ils ont leur raison. Nous, on est là parce qu'on a la raison. Et donc, on est complotistes. Moi, je l'affirme. Je le conteste pas. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu 3/4 de page sur la Nouvelle République à la première fois qu'on a fait l'Université des voies libres. Parce que j'ai dit, oui, on est seulement à un autre temps, on nous appelait des résistants. Merci beaucoup.
Est-ce que parmi vous, vous voulez encore dire quelque chose avant le déjeuner? Oui, je voulais juste répondre à cette dame. Effectivement, nous illustrons ce que vous souhaitez, puisqu'ici, je le répète, ça fait du bien de le répéter, il y a des gens qui viennent de terreau de gauche et de terreau de droite. Et on va dire, là, notre combat, il est au-dessus des partis, comme on dit. Hein. C'est plutôt le combat du souverainisme contre le globalisme qui risque de broyer les peuples. Les classes moyennes et les gens qui sont vraiment dans la difficulté économique. Et voilà, donc en fait, je pense que déjà, nous, on illustre le fait de se réunir. Moi, il y a 20 ans, on m'aurait dit au cours d'une crise, tu vas être complètement raccord avec des gens de tel ou tel parti, je l'aurais pas cru. Voilà, mais dans l'existence, le changement, c'est maintenant, comme dirait Hollande. Et moi, le Covid, ça a été le changement, c'est maintenant, et puis rapidement, sauf qui peut. Voilà. Et je voulais finir sur la question du terme très réducteur et ridicule de complotiste, qui est une étiquette évidemment pour nous salir aussi. On peut l'assumer en riant et dire qu'effectivement on est fier d'être complotiste. Les complots, il y a une chaîne excellente si vous aimez l'histoire qui s'appelle Nota Bene, qui a près de 3 millions d'abonnés, c'est comme ça, elle est énorme. Et ce passionné d'histoire notamment parle des complots qui ont eu lieu dans l'histoire. Il parle notamment du complot, la conjuration des Pazzi contre les Médicis en 1478. Il parle plus récemment de l'attentat du Petit Clamart où ils essayaient de descendre le général de Gaulle en 62. Des complots ont existé. Ils étaient peut-être à taille moins globaliste qu'aujourd'hui, mais nos médias posent la question suivante. Pourquoi ne pas imaginer qu'aujourd'hui, il y aurait, en tout cas, remplaçons le mot complot par convergence d'intérêts, puisque le mot complot a été rendu ridicule, des convergences d'intérêts contre les gueux. Voilà, et les gueux, pour utiliser le terme d'Alexandre Jardin. Voilà pourquoi, en tout cas, il y a beaucoup d'indices qui nous portent à penser qu'il y a quand même des grosses convergences d'intérêts contre les gueux, dont on aura bientôt plus besoin avec l'IA, etc., puisque ce seront des inutiles de la fameuse classe des inutiles de notre ami Harari, Yuval Noah Harari, le bras droit de Klaus Schwab. Et maintenant, je passe le bébé à Romain. Promis Muriel, je vais être très très court. Non, il y a une chose. Mais pourquoi vous riez? On a parlé on va redire son nom de Thibault, mon inconscient me joue des tours. Non, mais vous allez voir, de Thibault le déshonneur, l'honneur, le déshonneur. Mais en fait, lui, on a eu des échanges avec lui sur Twitter et tout ça, et dans un des échanges, dès qu'il a vu qu'il était en difficulté, il s'est victimisé. Oh, ils s'en prennent à moi, personnalité lambda. Ouais, ça va, personnalité lambda, le mec, on a vu qui il est, on va pas en faire un truc là, il n'est pas du tout lambda, il veut la mairie de Vierzon, pour différentes raisons, bref, on va pas s'étendre là-dessus. Mais par contre, pourquoi je prends la parole là? Parce qu'on va essayer de faire un exemple. C'est une des choses qui va nous mettre en commun. Pas pour lui personnellement, mais parce que ça fait 4-5 ans. Tenez, je vais vous donner un sacré exemple. À la mi-septembre, Cécile Machac, vous savez, Cécile du Doctoton a fait l'université d'été à Castres. Vous savez où elle l'a fait? Dans un vaccinodrome. Donc, dans ce vaccinodrome, vous voyez, vous n'étiez pas au courant, vous ne le saviez pas. Dans ce vaccinodrome, on retrouvait, je vous assure que c'était bouleversant, de voir quelle idée magnifique. Elle a repris le terrain. Et là où des gens se sont fait inoculer cette saloperie, se retrouvaient les victimes des vaccins, les soignants suspendus, tous les gens qui ont trinqué, qui avaient repris l'idée magnifique de Cécile. Pourtant, peu de gens le savent. Pourquoi? Parce qu'elle a dû garder secret jusqu'au dernier moment pour le risque, justement, que des gens sur place n'intriquent pas pour faire enlever. Ça fait 4-5 ans qu'on subit ça, qu'on doit avoir des bombées pour les salles, qu'on doit s'excuser de donner l'alerte, de bosser pour les autres pour donner des informations. Ça suffit. Et monsieur machin là, ça va être un exemple et on va à partir de lui faire que l'intimidation change. On va pas intimider nous, mais on va exposer, on va montrer pour que ceux qui veulent maintenant interdire, censurer, jouer des gros bras pour soi-disant nous faire taire, ceux-là maintenant sachent que devant eux il y aura une foule et donc un peuple de plus en plus important. Donc on vous le dit à tous, à partir de ce monsieur, tous ceux qui vous voulez nous opposer à nous qui cherchons la vérité, vous allez nous trouver. Ça suffit les intimidations. On a le temps pour un tout petit mot ou c'est très rapide, mais justement, c'est vrai que on a rebondi par rapport au terme de complotiste. Et tout à l'heure, effectivement,
Je n'ai pas spécialement dit qu'on n'était pas complotiste. C'est-à-dire, c'est un terme intéressant parce que moi, j'ai envie de croire que nos gouvernants sont dignes de confiance. Donc, si on voulait leur donner des billes, justement, pour pas qu'ils soient targués d'être des comploteurs, déjà, effectivement, il faudrait qu'ils arrêtent, premièrement, de rencontrer des lobbies dans tous les sens sans que ce soit jamais déclaré. Qu'il n'y ait jamais, on a Philippe Grégoire, agriculteur là, il ne rencontre jamais de lobby des agriculteurs, jamais de lobby des ouvriers. Et quand ils en rencontrent, c'est des lobbies qui ont eux-mêmes, comme la FNSEA, des parts dans divers trucs. Donc, déclarez aussi vos conflits d'intérêts. Et c'est intéressant, ça. Genre là, ce que je dis là, moi, je l'entends très peu. Et surtout, on ne l'entend pas au marché du coin, on ne l'entend pas dans le bar du coin. Il faut que tout le monde ait cette culture de pouvoir demander ça à nos politiciens. Et le jour où on aura des politiques libres, on n'aura même plus besoin de nous. Et ça, ce sera un monde merveilleux. Si vous voulez, s'ils veulent qu'on arrête de faire du complotisme, il faut qu'ils arrêtent de se comporter comme des comploteurs. Exactement. Enfin, moi, non, après c'est terminé, je passe le truc. Moi, je me réserve quand même le droit de m'interroger sur la taille des pieds de certaines personnes et sur leur capacité à changer de taille de sein, sauf si quelqu'un m'explique que c'est possible. Voilà, c'est tout. Mike, tu veux dire quelque chose? D'accord, ok. Je vous remercie de ce développement. Je rebondis, avant de vous dire 2-3 phrases, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Michel, avec Castres, qui était un grand centre de vaccination. Il faut savoir que le centre de congrès de Vierzon était un des plus grands centres de vaccination du Cher. Voilà. Je voulais juste vous informer donc que le Berry républicain a publié ce matin un article en donnant donc tout à fait normalement un droit de parole donc à la communauté de communes qui explique qu'elle n'était pas présente au tribunal parce qu'elle n'a pas été informée du référé liberté. Non, vous allez voir. Donc, j'ai appelé notre avocat, Maître Prigent. Je lui ai demandé, en tant que novice concernant les procédures juridiques, comment ça se passait. Est-ce que c'était à nous d'envoyer une carte, une invitation, de prévenir? Est-ce qu'on a fait une gaffe? Et en fait, pas du tout. Le tribunal a essayé à plusieurs reprises de joindre la communauté de communes par téléphone, par courriel, et ils n'ont jamais obtenu de réponse. Donc voilà, je vous donnais l'information. Si vous voulez voir l'article, ben, vous pouvez trouver quelqu'un qui a le Berry. Nous, on l'a, on peut vous le passer. Mais voilà, tout a été fait en règle par le tribunal et en aucun cas, nous avons empêché la communauté de communes de venir au référé liberté et de défendre son opinion. Donc maintenant...